Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes au mois d'octobre et nous sommes exactement le 9 octobre, après un week-end agité suite à ce qui s'est passé au Proche-Orient. Nous sommes les enfants malheureusement de ce conflit depuis des décennies, mais ça a pris une tournure nouvelle. Beaucoup de réactions un peu partout en France et pas du tout d'appel au calme. On va en parler avec nos auditeurs, on a passé notre week-end à débattre avec certains. Il était important de tout simplement dédier ce podcast à ce sujet. Bonjour Thomas. Bonjour Yacine, bonjour à tous. Voilà, absolument. Pas beaucoup de mots pour cette intro, c'est parti. Les 30 Glorieuses. Eh ben dis donc. Après, on n'est passé dans l'air non plus, mais on va donner notre point de vue. Non, mais je pense pas que notre point de vue soit entendu danser dans l'air. Si, quoi que j'ai vu un arabe, T'as vu un arabe, et Pierre Aski aussi, Pierre Aski. Ça fait 2 jours que j'en vois pas. Qui ont justement dans ces émissions-là apporté une autre approche. Ah, c'est mieux que les chaînes d'infos, parce que les chaînes d'infos, c'est de plus en plus horrible. Non, mais là, vraiment, je pense qu'on a vraiment touché le fond. Je crois même, je vais tenter de me faire une cure cette semaine, parce que je crois que c'est vraiment nuisible. On avait déjà parlé de ce sujet, mais c'est fou, parce que ça m'avait déjà affecté concernant les émeutes. Et là, sur le conflit au Proche-Orient, ça me dégoûte. Les émeutes, le séisme au Maroc, l'affaire, la petite Lola, tous les faits divers. Ça ouais, mais là, vraiment, quand tu te sens concerné sur l'affaire de la petite Lola, pardon, je dis ça, je me sentais pas plus concerné, je l'ai déjà dit sur les faits divers, mais les faits comme ça... Non, mais le traitement, c'est horrible. On est complètement déconnecté, on a l'impression d'être complètement déconnecté de la presse de ce pays. Quoi. Très partisan, trop partisan. Oui. Voilà, et vraiment, je crains le pire. Je préfère le dire dans l'introduction de ce podcast. Sachez en tout cas qu'il y a des risques très, très élevés, je le dis pour ceux qui sont de confession juive ou musulmane, il y a des risques très élevés de répliques, comme pour un séisme sur le territoire français. Et malheureusement, j'attendais beaucoup plus de ce gouvernement. Je crois qu'il y a eu un parti pris malheureux, c'est-à-dire qu'on protège les lieux de culte juifs et les écoles, à juste titre. Mais du coup, ils rendent quasiment tous les musulmans suspects. Exactement. Et tu vois, franchement, là, je viens de voir, alors que j'étais avec les protagonistes que j'aime beaucoup, que ce soit le grand rabbin Raïm Korsia ou le jeune, là, qui est le patron du CRIF, Arfi, il s'appelle Johan Arfi, je crois. Tu vois, et j'ai rien contre eux. Mais la manière dont c'est traité politiquement et médiatiquement fait qu'on se retrouve face à face au lieu d'être côte à côte. Alors, je vais pas cacher, j'ai envoyé un message au grand rabbin en lui disant il faut vraiment qu'on appelle au calme ici. Mais il y a beaucoup de réactions que j'aimerais entendre. De toute manière, vous en parlerez mieux que moi. On va commencer tout de suite. Tiens, tu Bonjour, comment tu t'appelles ? Bonjour. Je m'appelle Margot. Margot, tu fais quoi dans la vie ? Je travaille aux finances publiques. Ah, voilà. Bon, bah, c'est notre... Si on est bien, si les Français, en tout cas, ont eu une haine commune, c'est de toi. Le SIE ou le SIP ? Le SPFE. Ouh là là, c'est quoi celui-là ? C'est le fichier immobilier de l'État. Oh, les bâtards. On n'est pas dedans, t'as pas de dossier sur nous. C'est pour vérifier quand tu achètes une maison que la personne qui vend, elle est bien propriétaire de la maison. D'accord. En gros. Okay. Donc, vous bossez beaucoup avec les gitans. Ouais, voilà. Ça sera le seul trait d'humour. Margot, tu as vu cette actualité ? Oui, malheureusement, oui. Comment tu t'es sentie ? Moi, les actualités, ça m'angoisse. Ça me donne envie de pleurer. Ça fait des mois et des mois que je les regarde plus. Et c'est de la merde ce qui se passe à la télé, tout simplement. Oui, mais sans parler évidemment d'actualité, mais de cette actualité-là, tu t'es senti comment ? Blessée. Enfin, je me suis sentie touchée parce que la Palestine, c'est un peuple qui est opprimé depuis des années et des années. Et de mon point de vue, ils ont 100 000 fois moins de moyens qu'Israël. Et il y a des partis pris qui sont pris par tous les États. Mais c'est toujours les mêmes qui trinquent au final, que ce soit sur la planète entière. C'est toujours les musulmans à qui on tape dessus. Tu es pas du tout de confession musulmane ? Pas du tout. C'est le truc le plus friendly que j'ai entendu. Les muslim friendly. Ouais, les muslim friendly. Non, mais tu sais, j'ai écrit un statut sur Insta qui me vaut beaucoup de réactions. En fait, vraiment objectivement,
déjà, j'essaie de faire le distinguo entre les peuples et les dirigeants. Et ensuite, le deuxième point, c'est que vraiment, pour le coup, ça a touché les Israéliens. Je n'ose même pas compter le nombre de morts palestiniens qu'il y a actuellement. Ce que je trouve fou, c'est que ça fait des années que ce conflit me suit et tout. Évidemment, de par ma construction, de par mon éducation, j'ai toujours été... et je déteste même la sémantique pro-palestinien, parce que ça voudrait dire quasiment c'est le champ lexical du foot. Tu vois, moi, je ne suis pas pour les uns ou pour les autres. Tu vois, je suis musulman, je suis arabe, donc le conflit, la Palestine, c'est toujours dans nos cœurs. Moi, en plus, mon père m'a fait grandir là-dedans. Mais en grandissant, j'ai appris le droit international, j'ai appris la géopolitique. Et en fait, c'est une histoire qui ne peut pas se régler de manière binaire. Et tu vois, quand j'ai vu, moi, ces enfants, dans ce festival, ce qui leur est arrivé, alors que j'ai été biberonné, et ce que je vais dire est très important, aux images des Palestiniens. C'est juste que l'opinion publique française, n'ayant pas nos boucles WhatsApp, ne voit pas de manière quotidienne des images de bébés, d'enfants, d'adultes. Enfin, tu vois, on a grandi là-dessus. Mais tu vois, j'ai l'impression, en tout cas, que là, ce qui s'est passé devrait nous permettre d'écarter les dirigeants qui ont des intérêts qui nous dépassent tous. Tu vois, Netanyahou est un fou furieux. On en a déjà parlé là. Ça fait quelques mois que dans ce podcast, on disait qu'il avait fait une coalition avec l'extrême droite. Et pour moi, le Hamas, pardon, même si je suis musulman, c'est le champ lexical de l'extrême droite. Tu vois, leur patron là qui est au Qatar, qui doit être en train d'être au bord d'une piscine, qui a un écran vert et qui dit faut éradiquer Israël. C'est pas lui qui y va. Tu vois, moi quand je vois notamment l'image de cette fille là qui sort du coffre avec son pantalon en sang et tout, et qui dit et que l'autre il est là, il doit avoir 19-20 ans, qui crie Allahu Akbar et tout. J'étais sidéré en disant mais qui t'a envoyé faire ça ? Dans quel processus ? Et vraiment, pour finir là-dessus, tout le week-end, ça m'a permis de relire des choses. On parlait en plus avec Thomas, juste avant que ça arrive, samedi matin sur le nouveau spectacle, on était en train de bosser. Et en fait, ce qui est fou, c'est que les gens connaissent assez mal la politique dorénavant. Tu leur en parles, c'est les 50 ans de la guerre de Kippour, c'est une date symbolique. Il y a quand même des gens qui ont vécu toute leur vie dans la bande de Gaza qui ne sont jamais sortis. Et donc, vraiment, pour le coup, c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre. Tu vois, moi, quand j'ai vu comment ils ont agi, rentrer dans une rave party et faire tout exploser, c'est un truc qui nous dépasse. Donc, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, la France... Ça nous dépasse, oui et non, parce que, alors, toute comparaison gardée, parce qu'il y a quelques Israéliens qui l'ont fait ce week-end, c'est une espèce d'attentat type Bataclan pour faire un choc. Mais je suis pas d'accord. Moi, franchement, c'est pour ça que je suis fier qu'on ait au moins même un lieu. Attends, j'ai pas fini. C'est juste, ça n'a aucune comparaison par rapport aux revendications, parce qu'il n'y a pas de revendication pour l'attentat du Bataclan. Là, on sait qu'il y a un combat derrière d'un peuple, etc. Mais c'était, à mon avis, quelque chose pour marquer vraiment, tu vois, marquer l'opinion, marquer les pays autour. Enfin, on a entendu plein de propos depuis quelques jours là-dessus. C'est une géopolitique ultra compliquée, mais pas compliqué. Si les Arabes de ce monde, si les musulmans de ce monde étaient un peuple solidaire, il aurait une puissance colossale. Et c'est pas le but, parce que j'aime pas le communautarisme. Les Juifs ont vécu, l'État d'Israël est construit sur un post-guerre. Et d'ailleurs, David Ben Gourion, qui est le créateur de l'État d'Israël, avait une autre vision politique que celle que prétend Netanyahou. Netanyahou, c'est une pourriture. Il n'y a pas d'autre mot. Et je suis même en train de... longtemps qu'il est là, lui. Hein. Mais même, ce qui est fascinant, c'est qu'il te donne en fait une image de ce qui peut se passer en France. C'est-à-dire que pour garder le pouvoir et pas aller en prison, parce que c'est ça qui lui pend au nez, et ben le gars, il est capable de s'allier à ce qu'il y a de pire en Israël. Là, vous commencez juste à découvrir les généraux israéliens, les commandants, qui le mec leur a dit, là, il y a il vient de leur dire, on leur coupe l'électricité, on leur coupe quoi ? La nourriture et l'eau. Ouais. Et le gars, t'as vu, il dit ça, il vibre pas. Tu vois, ça va devenir un drame, un drame humanitaire dorénavant. Et c'est aussi pour ça, alors il y a un côté passionnant, c'est morbide, mais il y a un côté passionnant dans la stratégie du Hamas, c'est que c'est pour ça qu'ils ont pris au moins une centaine d'otages, parce qu'ils ne peuvent pas répliquer de la manière qu'ils voudraient. Sinon, alors, ils auraient rasé la bande de Gaza en 2 jours. Je vous conseille fortement de ne pas regarder la presse française, et je vais dire des choses importantes dans ce podcast, qui manquent totalement d'objectivité. Oui. Je te conseille de regarder les Anglais, qui ont toujours une position très très claire, alors que c'est de leur faute ce qui se passe là-bas. C'était une colonie britannique. Ils sont beaucoup plus clairs. Ils ne sont pas là en train de compter. Ils ne sont pas là en train de demander une partie des Anglais
contre une autre partie, parce que là, ce qui se passe dans les médias, c'est ça. Bien sûr. C'est-à-dire que les médias français sont en train de faire la corrélation entre les musulmans français et ce qui se passe là-bas. Les politiques aussi. Et donc, les médias belges. Les médias belges, tu vois, j'ai vu un spécialiste, il a parlé pendant 7 minutes, le mec, il lui a pas coupé la parole, il a donné de manière claire ce qui se passait. Et pour autant, moi, je trouve l'erreur, puisque cette semaine, je vais voir des politiques toute la semaine. Nous, en France, on en est antisémitisme, antisionisme, c'est la même chose. Ben non, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, la parole musulmane de ce pays, qui l'incarne? Mélenchon. C'est fou. Hein. C'est Mélenchon, Abou qui Mélenchon. prend, même pas, non, je lui donne même pas le statut C'est d'Abou, l'extrême droite. qui prend la parole vendredi, parce que lui, il est clientéliste, il se dit, mon électorat, c'est des mecs de banlieue, donc je vais leur donner panem and circuit, je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, et quand il voit qu'il va tout perdre électoralement, parce qu'il avait déjà perdu il y a 2 semaines, la NUPES, les Verts, le PS, il voulait plus travailler avec lui, et ben qu'est-ce qu'il fait ce matin? Il renvoie ses lieutenants, Bompard, tout ça, dire, non, en fait, je vais vous dire, non, mes gars, ce qu'il a dit vendredi, samedi, c'est ce qu'il pensait vraiment. Et je pense, moi, tu vois, je le vois bien, que les cartes sont redistribuées parce que l'Arabie Saoudite, le Qatar, ils n'en ont rien à foutre de ce que disent les Américains ou quoi que ce soit. Mais quand je vois aujourd'hui des hommes politiques de premier plan, ce qu'ils ont écrit, mais moi, je te dis que vraiment, tu vois, on l'a annoncé dans ce podcast il y a une semaine, je t'ai dit, l'extrême droite, ils vont prendre le pouvoir. Mais là, frère, on est le 9 octobre. Où est-ce qu'on va être le 10 novembre, le 11 déjà, décembre? c'est simple, tu allumes la télé ou les chaînes info ce matin, BFM TV, qui est là pour en parler à 8h30, Jordan Bardella. Et c'est quoi les questions? Qu'est-ce que ferait une France RN dans ce conflit? Il se projette déjà en 2027 avec Bardella président ou Premier ministre. Non, attends, Margot, juste excuse-nous, on est bavard parce qu'on est remonté. Ouais. Est-ce que tu es optimiste concernant le conflit aujourd'hui, comme une spectatrice, ou est-ce que tu vas éviter d'en parler à des amis? Quel est ton positionnement dans les jours qui viennent? En discuter avec mes amis, c'est pas un problème. Après, avec des gens moins proches, non, j'en discuterai pas. Non. Et sur les réseaux, pardon, parce qu'on va effectivement parler des réseaux qui sont devenus le miroir déformant de nos vies. Est-ce que tu as écrit des choses ou pas? Moi, je regarde sur les réseaux, mais je publie rien. Tu regardes quoi, par Plus exemple? Tu facile. t'informes parce que, comme on disait tout à l'heure, qu'on est de plus en plus déconnecté de la presse française et des médias français, il faut aller chercher d'autres sources d'informations sur les réseaux. Or, on ne sait jamais trop, fake news, des fois ils te balancent des vidéos, ça date d'il y a 2 ans, on ne sait pas. Il y a à boire et à manger, comme on dit, sur les réseaux, mais pour s'informer, il faut aller voir ailleurs. Toi, tu t'informes via Internet? Ouais, je regarde sur Twitter, mais la plupart, c'est des médias français, Ouais. brièvement. Et puis après, ce qui peut circuler aussi sur les réseaux, je vérifie les sources. Non, mais là, c'est un très bon test pour voir dans quel état est la presse française aussi. Mais parce que il y a le aucun Point, test. sur Twitter, j'ai vu Le Point faire des. Moi, hier, j'ai des vu posts horribles. Ruth Elkrieff recevoir Valls. Ouais. Non, mais, non, mais en fait, Et alors, Tu vous sais, je avez vais dire remarqué quelque aussi, chose. juste pour finir l'orientation des médias, toutes les vidéos que vous voyez, il n'y a pas le son en général dans les vidéos d'attaque et tout, sauf quand ça crie Allahu Akbar. Alors là, ils montent le son à fond pour bien être sûr que c'est des musulmans et que tout ça est islamiste, etc. mais moi, j'ai pas l'impression J'ai qu'ils entendu aient- 150 fois Allahu J'ai- Akbar. mais, depuis. mais bah, déjà parce que c'était le cri. Oui, bien c'est sûr, le non, cri qui mais existe. Mais c'est pas ça. j'entends moi, pas qui autre chose dans m'intéresse. les sons. C'est que on parle des faits, on regarde le micro, on regarde pas le macro. Le micro, quoi qu'il en soit, pardon de dire ça, c'est que c'est l'émotion qui nous envahit parce qu'on a vu des images et tout à juste titre. Moi, je suis père de famille, j'ai vu ces filles se faire tabasser et tout. Tu fais forcément un transfert, qu'elle soit israélienne, palestinienne. Quand tu as un bébé et que tu vois des images de la Palestine avec un bébé qui meurt, tu fais un transfert. C'est l'émotionnel. La raison, le rationnel, c'est l'enjeu politique du moment. Ce qui s'est passé en Ukraine, aujourd'hui, c'est quand même fou. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans cette région. L'interrogation qu'on se pose, c'est que l'Occident ne vaut plus rien. Avant, l'Occident, même à travers sa culture populaire, le cinéma et compagnie, pouvait te dire qui était le méchant et qui était le gentil. Ouais. CF, Rocky IV. Non, la Rocky France IV. Et bah, là, aujourd'hui, n'a aucun poids. l'Occident, La mais France n'a aucun poids. là, aujourd'hui, regarde, l'Europe Bien sûr. vient de déclarer qu'il donnerait plus d'argent à la Palestine. Comme si le Hamas était le représentant de la Palestine. Pas du tout. Le Hamas c'est Frankenstein. Et je le dis ici, j'ai pas peur de le dire, je suis arabe de confession musulmane. Le Hamas s'est créé sur la rage d'un peuple. Et quand tu es enragé, ce qui est construit là-dessus, je parle même pas aux gens là qui m'envoient 3 messages sur les réseaux sociaux. Déjà, je vais dire de manière, j'ai pas ton âge et t'as pas mon niveau. C'est-à-dire que la Palestine, moi, j'ai pas attendu que ça explose pour savoir que tous les jours, il y a des morts.
La Palestine, c'est un militantisme en continu. Et la vraie seule position qui vaille, c'est celle de 2 États. Ça fait des années qu'on est dessus, ça fait des années qu'on en parle. Ce qu'a fait Netanyahou en Cisjordanie est abominable. Il y a plein de choses comme ça. Et là, tu as des mecs qui sont là en train de fumer une chicha, ils t'envoient 2 messages et tu lui dis, mais espèce de golemon, est-ce que tu connais la région ? Est-ce que tu connais les enjeux de la région ? Est-ce que tu sais que, par exemple, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et le Maroc ont normalisé leurs liens avec Israël ? C'est la pire période. C'est la pire période. Pourquoi ? Parce que l'Iran qui pousse derrière, mais tu dis ça à un mec qui voit juste, qui est dans l'émotion, il dit mais non, mais si. Est-ce que c'est pas remis en cause justement ça du coup ? Mais j'entendais pour le Maroc, c'est trop tard. Pour l'Arabie Saoudite, ouais. c'est ça qui serait le déclencheur. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite, qu'on le veuille ou non, c'est la Terre Sainte. Et donc en fait, quand l'Arabie Saoudite, ne serait-ce que par exemple, je vais donner un exemple, que quand ils bougent sur le prix du Hajj, ça a des conséquences sur beaucoup de pays. Donc quand ils ont commencé, MBS dans son ouverture d'esprit, de normaliser ces liens, je tiens à rappeler juste qu'il y a encore un an, dans les livres d'histoire d'Arabie Saoudite, Israël n'existait pas. Je ne sais pas si tu mesures. Quand tu poses, tu as déjà vu ce micro-trottoir en Palestine ? Un terrain vague Non, mais rigole pas avec ça. Quand tu poses une question à un enfant en Palestine en disant Israël, il dit Israël n'existe pas. Les enfants, en fait, ils grandissent avec cette idée. C'est pour ça que tu te rends pas compte où est-ce qu'on est et d'où on parle. Et pour te finir l'histoire, l'Arabie Saoudite ayant commencé à normaliser ses relations avec Israël, ce qui voudrait dire une autre approche totalement de la sous-région, l'Iran s'est dit on a tout intérêt à ce que ça se passe mal. Quand tu parles avec un mec, tu lui dis les BRICS, lui il croit que c'est les BRICS de sa mère avec du poulet dedans. Mais il y a quelque temps, là, les BRICS viennent de se réunir. Aussi, je crois ils représentent, je crois, 70% du pétrole mondial. C'est qui les BRICS ? Les BRICS, c'est l'alliance entre, je vais te donner les pays, l'Afrique du Sud, il y a qui d'autre ? Il y a la Chine, il y a la Russie, le Brésil. Et en fait, eux, ces pays-là, ils n'ont toujours pas pris la parole. Si eux, ils commencent à dire « nous, on est pro-palestiniens », l'entièreté de l'Occident, quasiment, on devra rouler au soja. Donc aujourd'hui, on y revient. Mais regarde, nous, notre paradigme français, c'est dire « ah, le prix à la station, il est trop faible ». Mais il y a des pays, aujourd'hui, s'ils décident de te couper la pompe, ils te la coupent pour de vrai. Et quand je vois les Américains venir faire les Rambo en disant « on envoie le plus grand porte-avions du monde », mes frères, si t'as pas de pétrole dedans, il va rester à quai ton putain de porte-avions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je mesure à travers ça, j'en veux à la presse, mais j'en veux à nous sur la simplification de nos discussions. C'est-à-dire que tu as la même émotion quand tu parles de Bayern Munich, Milan AC, que quand tu parles du conflit israélo-palestinien, qui est un conflit qui est dorénavant, j'allais te dire, au-delà d'inhumain, c'est-à-dire qu'il est irréversible. Ce qui est en train de se passer, et j'ai honte de faire ce podcast en ce moment, je ne voulais pas le faire, je ne sais pas combien il y aura de morts ce soir du côté palestinien. Ce que je vous annonce, c'est que ça sera beaucoup plus important que ce qui s'est passé avec les Israéliens. Mais moi, ce qui me déplaît le plus là-dedans, et je le dis pour nos auditeurs qui sont de confession juive, c'est de partir du principe que 700 morts israéliens, c'est beaucoup, ce qui est vrai. Mais de mettre 33 000 Palestiniens en face, on dirait quasiment, frère, le rapport entre le dirham et l'euro. Est-ce que la vie d'un Palestinien vaut moins que le reste de l'humanité ? La réponse est évidemment oui. 80% des enfants de moins de 10 ans en Palestine sont dépressifs. J'ai lu ça tout à l'heure, ça m'a donné envie de pleurer. C'est l'âge de mon fils. Ça veut dire qu'il y a un gamin, il se réveille, il est à côté de la mer, il n'a pas accès à la mer. Et j'ai vu des trucs vraiment qui m'ont donné envie de vomir. BFM, c'est, je le dis dorénavant, une chaîne de propagande. Drahi, le patron de BFM, qui a I24, il a 2 chaînes aujourd'hui, qu'il a fait fusionner. Il a donné la parole à un mec qui s'appelle Julien Baloul, que je connais, qui m'avait déjà insulté sur les réseaux, qui a fait l'armée israélienne et qui font passer pour un espèce de pseudo-journaliste et qui a qu'une partie de la vérité. Ce qu'il dit, bon là c'est de l'émotionnel, donc je ne vais pas lui en vouloir, mais objectivement, pourquoi BFM ne nous dit pas ce mec-là a fait l'armée de Tsahal ? Et ils ont fait un sujet sur un gamin qui doit avoir 20 ans de moins que nous et qui dit « je pars en Israël défendre... Mais excuse-moi, t'enlèves Israël, tu mets en Syrie. Il y a un djihad autorisé, il y a un djihad pas autorisé. Ça veut dire que le gars, il a le droit de te dire, alors qu'il a grandi ici à Paris avec nous, que tout son logiciel, c'est ça, de prendre une arme, d'aller tirer sur des Palestiniens, et en pensant qu'en plus, il est du côté de la liberté. C'est pour ça que je te dis, et je le dis dans ce podcast, j'ai refusé beaucoup d'interviews depuis 2 jours, je suis très inquiet des conséquences. Mais t'as bien fait de refuser, t'aurais été casé directement d'islamistes et d'antisionistes, antisémites. Mais non, c'est pas ça. C'est pas une histoire d'antisionisme, parce que là où j'en veux à Dieu donner, c'est qu'il a galvaudé le mot. L'antisionisme aujourd'hui,
il l'a utilisé à outrance et même pas lui, tu vois, parce que c'est en ça que je lui en voudrais toujours. C'est pas une histoire d'être anti-sioniste, c'est le fait de connaître le sionisme, de connaître ses conséquences. C'est ça le truc. C'est Et ça, qu'aujourd'hui, on nous en quand tu parle dis pas. anti-sionisme, la quenelle, machin, mon cul, tout le charabia, mais non, c'est plus complexe que ça. Moi, depuis que je suis petit, j'ai pas attendu Dieudonné. Quand Dieudonné il a commencé à parler d'antisionisme, on était déjà, toi et moi, on faisait déjà carrière. Bien sûr. Mais moi, la première fois que j'ai entendu le mot sionisme, je m'en souviens, c'était en Tunisie. Il y a un mec qui m'a dit, tu sais ce que c'est le sionisme? J'avais 17 ans, comme un mongol. J'ai dit, bah non, je sais pas ce que c'est. Il m'a dit, bah va lire. Et j'ai lu le sionisme. J'ai lu David Ben Gourion, j'ai lu tout ça. J'ai lu Yitzhak Rabin, j'ai lu tous ces mecs-là qui, en plus, comme Yasser Arafat, ont des mecs qui ont vraiment fait la guerre. Mais à un moment, ils se posaient en disant, on va pas continuer comme ça. 1993, accord d'Oslo. Alors les gens en France, c'est tellement des teubés, ils retiennent juste, par exemple, le fou rire de Bill Clinton. Tu te souviens? Oui. Ça, on se souvient de ça, mais on se souvient pas pourquoi le mec, le rire était un truc de ouf. C'est qu'en fait, c'était quasiment impossible que les mecs se posent à table et aient une discussion. Le fou rire, c'est avec Boris Eltsine. Boris Eltsine, pardon, mais je confonds. Ouais. Mais quand, à cette époque-là, pardon, pour Boris Eltsine et Clinton, c'était des époques où la diplomatie mondiale, elle était hyper tendue. Donc quand le mec, il avait rigolé ce jour-là, nous, on passe ça chez Arthur, dans Les Enfants de la télé, en disant « Vraiment, Bill Clinton ?» Mais gars, c'était des actes aujourd'hui qui ont été balayés. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais avec un journaliste qui me disait « Je peux plus aller en Israël-Palestine. » Pourquoi ? Je lui dis « Pourquoi tu peux pas y aller ?» Parce qu'il me dit « Je t'annonce, je pense objectivement que les Français n'ont pas pris la conscience de ce qui est en train de se jouer là-bas. » C'est-à-dire que 700 morts, c'est possible, c'est déjà arrivé en Israël, mais 700 morts médiatisés, humiliant les services secrets israéliens, montrant de l'armée de Tzal partir en courant, il m'a dit, je crois que tu ne mesures pas les gens qui sont au pouvoir du côté israélien, ce qu'ils sont capables de faire. Et regarde, on en a la preuve. Margot, pour conclure, pardon, tu as quel âge, Margot, pardon? 29 ans. T'es toute jeune, toi? Ouais. Donc, Toute neuve. Toute neuve, ouais. Et pour finir, ma chère Margot, est-ce que dans les semaines qui viennent, tu es plutôt optimiste ou tu penses que ça va s'envenimer? Non, moi je pense que ça va s'envenimer ou alors ça va stagner. Parce que c'est souvent ça. Ça explose et puis après ça stagne, mais la situation reste toujours grave. Ouais, ce qui est embêtant, c'est d'être, j'aime pas l'expression, mais pris en otage par la presse française qui annule. Je crois que tout, pour des raisons éthiques, nous n'emploierons plus cette Non, mais expression. je ne trouve pas de synonyme. Mais d'être soumis en fait à cette information en continu et monomaniaque. C'est-à-dire qu'il y a un drame qui mérite qu'on en parle et tout, mais après, tout le reste de l'actualité est effacé. Mais je t'ai dit, j'ai mis un post, pardon. Terrible. Pour moi, la Hagra est inadmissible pour tout le monde. Qu'elle soit sur 50 ans, avec tout ce qu'on sait entre ce qu'a fait Israël avec la Palestine, et qu'elle soit que tu rentres dans un festival et que tu décides de vraiment... Je dis pas c'est des enfants, tout ça. Non, mais même pas c'est ça. intolérable aussi qu'on nous parle d'une incursion du Hamas en Israël, alors qu'il y en a tous les jours d'Israël en Palestine et qu'on n'en parle pas. Et c'est ça aussi qui fait que, comme tu dis, le côté propagande, c'est qu'on aimerait comprendre et savoir aussi pourquoi on en arrive à cette folie du côté du Hamas, et que nous, on en parle un peu. Il faut aller vraiment chercher l'information, sinon on ne fait pas d'alerte info dès qu'il y a un char qui arrive et qui détruit une maison pour dire voilà, c'est un colon qui va s'installer là. Ça, on nous en parle jamais, donc il faut aller les chercher ces informations. Il faut que tu informations. fasses la différence entre les colons, entre la bande de Gaza. Ouais, en plus il y a 3 fronts Israël. maintenant. J'ai appris que l'arbitre c'était Erdogan. Je savais pas qui était arbitre. Bien sûr. L'Égypte aussi. Non, vraiment pour le coup, vraiment l'arbitre, pardon, c'est l'oseille. Oui, voilà. C'est la ça. première Ce que fois, disait Alain Bauer de ce manière matin. publique, que des hyperpuissances comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec qui personne ne peut s'embrouiller, j'ai pas dit ne veut, personne ne peut. Tu peux faire ce que tu veux sur le gaz, tu peux aller en chercher en Algérie, ton fournisseur, c'est ou le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Donc dorénavant, le fait que les deux aient enclenché... Il y a 2 pays qui n'ont pas gaulerie tout de suite, qui ont parlé de soutien, c'est la Tunisie et l'Algérie. D'accord, les deux, ils ont dit... Le nous, Qatar aussi. Hein. Mais le Qatar aujourd'hui, c'est vraiment un pays qui a dit nous, il y aura de l'argent. Donc si tu veux, dans toute la sous-région, alors que, je rappelle, tu sais pourquoi le Qatar était tout le temps bien vu, c'est qu'ils avaient une base israélienne au Qatar, qui changeait la donne même, tu vois, ça avait fait scandale à l'époque et tout. Mais là, le fait que le Qatar s'émancipe aussi, parce qu'on parle des pays africains qui s'émancipent de l'Occident, mais le Proche-Orient qui s'émancipe totalement dorénavant de l'Occident, et je sais qu'ici, on en parlait en disant « Ouais, mais
Regarde, MBS avec le foot. Ça fait partie des trucs d'émancipation qui sont sûr. hyper puissants. Ouais, la Coupe du Monde aussi au Qatar. La prochaine Coupe du Monde en Arabie Saoudite, qui doit avoir lieu, tous les pays se sont rangés du côté de l'Arabie Saoudite. Alors que c'est les mêmes ici qui vont te dire oui, non, mais les droits de l'homme. Non, mais gars, la Coupe du Monde au Qatar, ça s'est fait, ça a été la meilleure Coupe du Monde. Et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, ce qui est assez impressionnant, BFM, I24, au lieu d'ouvrir le spectre et d'être exemplaire en disant on a les 2 plus grosses communautés juives et musulmanes d'Europe, regardez, ça vit très bien. Tout ce qui a été fait depuis 48 heures, c'est exactement pour dire aux musulmans on sait que vous êtes avec le Hamas. Un exemple, et je prendrai position toute la semaine là-dessus. Ils ont autorisé des manifestations de soutien à Israël. Soit. J'aurais été d'ailleurs ravi, si ma notoriété n'était pas aussi néfaste au sein de la communauté juive, d'aller dans l'une des manifs. Ils ont annulé toutes les manifs pro-palestiniennes en disant ça peut dégénérer. Regarde, moi je te fais l'histoire. Imagine le mec qui a 19 ans, qui ne vit, comme disait Margot, qu'à travers les réseaux sociaux et qui veut aller manifester paisiblement. Tu lui dis, tu peux pas aller manifester. Et je le dis ici, parce que je l'ai dit à des hommes politiques de premier plan, tu vas créer une contrariété dont tu ne mesures pas les conséquences. Là, c'est pas mort pour Naël. Là, tu prends un mec qui a, de toute manière, ça se trouve à 19 ans, pour certains, pas de projet de vie, il se rattache à des combats qui sont pas les siens, par exemple la Palestine. Faut pas oublier que tous les djihadistes français, dans leur narratif, casaient la Palestine. Et la Palestine était à chaque fois obligée de faire un communiqué en disant « c'est pas comme ça que tu nous aides ». Mohamed Merah avait dit « j'ai fait ça pour la Palestine ». Les Palestiniens lui ont dit « non ». Et je suis d'accord à chaque fois, n'utilise pas, comme pour l'islam, n'utilise pas quelque chose de noble pour quelque chose de sordide. Daesh recrute avec les images, et la force aussi du Hamas, c'est aujourd'hui d'être un mouvement qui met en image et qui sait montrer aussi la souffrance du peuple. Mais je t'ai dit, le patron du Hamas, il est à Doha. C'est fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Il est à Doha, il a des caméras, et le mec se réveille le matin. Les gens qui font la guerre, c'est une belle citation, ne sont pas ceux qui l'ont décidé. Le mec du Hamas, il est pas sur le terrain. C'est lui qui a décidé d'envoyer un mec en deltaplane. Mais tu sais que ça, c'est pas comment c'est pas un deltaplane, c'est. Oui, c'est un petit chariot à moteur. Ouais. Mais l'image, un ULM, l'image la plus horrible que j'ai vue, j'en ai vu d'autres là depuis 48 heures. Vraiment, je suis pas bien. Mais de voir la rave party et en fond voir les mecs en ULM arriver, c'est-à-dire la mort arriver et tout. Objectivement, je crois que c'est l'une des pires images que j'ai vues à la télé. C'est pas un film, là. C'est la réalité, tout ça. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a plus de morts côté étranger dans cette rave party que chez les autres. Tu sais pourquoi ? Parce que les autres, ils connaissent le contexte. Ils savent que quand ça commence à bouger, il faut partir en courant. Mais les autres, il y a des Américains, il y a des Danois et tout, ils se disent, c'est pas possible. Bah si, mon gars, c'est un pays en guerre. Oui, merci à toi, Margot, on va donner le micro à côté de toi. Faut pas oublier, effectivement, que c'est une guerre. C'est une guerre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, la guerre. Là, tiens, Walid, vas-y. Ça va ? Salut Walid. Walid, je vais contextualiser parce que c'est très important. Tu m'as écrit et je ne voulais pas perdre une sympathie pour toi. Je t'ai dit, je préfère parler au micro que de parler sur les réseaux parce que je le dis pour les gens qui m'envoient ou des insultes ou des remarques par rapport à mon poste. Je bloque. Je bloque pourquoi ? Parce que je ne supporte pas déjà le ton des messages. On n'a pas le ton, pardon, on n'a pas le, j'ai oublié le nom, l'intonation, merci. Et de deux, on n'est pas dans un bar tabac où en 2 punchlines on va convaincre les autres. C'est des discussions qui sont longues. Je connaissais pas Margot, pardon, même si j'ai plus bouffé le micro que toi. Mais je pense qu'il faut laisser les gens aller au bout de leur point de vue, quel qu'il soit, et qu'on puisse échanger là-dessus. Margot, juste pour résumer, tu soutiens Israël. Donc voilà, on peut dire, ok, merci Margot. T'aimes Netanyahou. Ouais. On t'écoute, Walid. Moi, je vais te dire la vérité. Je pense que c'est mieux que je parle pas. Non, je te dis la vérité parce que. Tu sais pas parler calmement, Walid ? Non, je vais parler calmement. Arrête de dire tout le temps. Vas-y, dis. Je suis pas tout le temps énervé. Non, mais je pense que vraiment, si je vais tenir les vrais propos que je pense vraiment, vous n'allez pas publier le podcast. Donc ça sert à rien que je parle. Walid, excuse-moi. Non, vraiment. Non, mais ça n'existe pas. Tu vois, ça se fait typiquement. C'est ce genre de choses qui font là où on en est aujourd'hui. Dis ce que tu veux parce qu'en face de toi, tu as des gens. Tu peux pas en plus faire de la psychologie inversée en disant si je commence à parler, vous n'allez pas diffuser. Tu seras bien emmerdé si je diffuse.
Donc, parle, va au bout de ton point de vue, parce que malheureusement, ton point de vue, qu'on le veuille ou non, il existe. Bah, et puis, si t'es pas insultant, t'as le droit de tout dire dans ce podcast. Non, je suis pas insultant. Déjà, de un, il faut distinguer entre le gouvernement de la Palestine occupée, moi j'appelle pas ça Israël, j'appelle ça la Palestine occupée, et les Juifs. D'accord ? Donc quand je dis que ça me dérange pas ce qui s'est passé avec le Hamas, je parle pas du peuple juif. Je sais pas si je me fais comprendre. Je parle de la politique qui se passe là-bas, en Palestine occupée. Donc je voulais dire, si je risque de t'enlever, c'est plutôt parce que j'ai pas compris ce que tu as dit, plutôt que je suis pas d'accord. Déjà, si je puis me permettre, tu t'appelles ça la Palestine occupée, tu as le droit. Mais il s'avère qu'il y a un pays qui s'appelle Israël. Non. Toi, non. Non, pour moi, ça n'existe pas. Pour toi, Israël n'existe pas. Pour moi, Israël n'existe pas. D'accord, vas-y, continue. Je comprends mieux maintenant. Ensuite, moi, ça me choque pas ce qui s'est passé avec le Hamas, parce qu'en fait, c'est des gens qui, depuis des dizaines et des dizaines d'années, se font hagar continuellement chez eux. Le Hamas ou le peuple palestinien ? Non, le peuple palestinien. D'accord. Ben, le Hamas, c'est un peu l'armée du peuple palestinien. Pas du tout. Le Hamas a été créé en 1987 et ce sont des gens qui sont arrivés au pouvoir. Je te donne des infos pour étoffer ton propos. En face, il y avait les autorités palestiniennes qui ont perdu de leur pouvoir, qui se sont totalement effondrées après la mort de Yasser Arafat, et le Hamas a pris le pouvoir quasiment par les urnes. Donc, c'est pas du tout une armée. Eux se revendiquent comme tels. Mais factuellement, pour être une armée, il faut avoir la reconnaissance des autres comme une armée. Là, c'est pas une armée contre une autre armée. Là, c'est pour ça que d'ailleurs que c'est dans le champ lexical, c'est très important ce que tu dis. Donc, l'armée du Hezbollah, non. C'est des gens armés qui font partie du Hezbollah. C'est différent, tu vois. Mais c'est ceux qui défendent le peuple palestinien à l'heure actuelle. Excuse-moi. Selon certains. Selon eux. Moi, si on va en Palestine aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui vont te dire, puisque tu utilises le mot hagra, moi, un mec qui rentre dans une rave party, qui jette une grenade dans un endroit où il y a 5 enfants qui n'ont aucun poids militaire. Déjà, je vais te dire un truc, et je te jure, Walid, j'apprends à t'aimer malgré tes positions farfelues. La tête de Wam, en plus, t'es père de famille, je te le dis avec émotion. Inch'Allah, tes enfants, ils grandissent. Et on arrête de se parler. Et dans 20 ans, tu viens, tu me dis, ah ouais, t'avais raison. Tu sais pas ce que c'est parce que t'as des enfants en bas âge. Quand ton enfant, il sort, et si on t'appelle et on te dit, ton enfant, il est mort. Tu vois, je t'en parle avec émotion parce que vraiment, quand je vois ces filles dans une rêve partie... Mais non, Yacine, depuis qu'on est tout petit, Yacine, on vit avec tu des images de où. Non, mais attends, non. parce que là c'est encore chose que tu racontes, ce qui s'est passé en Palestine occupée. Ça fait 3 jours, il s'est passé des dingueries, mais personne peut te dire que c'est pas vrai ce qui s'est passé. Comment ça ? La dinguerie qui s'est passée samedi matin, ouais. La folie du Hamas, ce qu'ils ont fait le samedi matin, personne peut te dire je suis heureux de ça. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Personne peut te dire toi, aujourd'hui. Tu dis ça te dérange pas. Moi, ça me dérange, mais je trouve ça normal même. Enfin qu'ils se réveillent pour moi. Mais... Désolé, je parle pas très bien français, j'ai pas votre. Non, tu parles très bien français, mais je comprends. Moi, ça me dérange pas. Pour toi, c'est la seule façon qu'ils avaient. Moi, ce que je dis là, c'est Hamdullah. J'espère que ça va amener à ce qu'il se passe quelque chose. Ou que ces putains de gouvernements arabes s'allient ensemble et qui règlent ce putain de problème qui date depuis avant ma naissance. Écoute, je vais dire quelque chose. Walid. Il faut que ce qui s'est passé samedi matin, c'est le départ. Je sais pas, je crois que c'était le 7 octobre. Il faut que le 7 octobre, ce soit une date qui rentre dans l'histoire. Mais alors, je vais te dire, toi, tu vas rentrer dans l'histoire de ce podcast le 9 octobre. Tout ce que tu viens de dire, évidemment, est aberrant. Je vais te dire plusieurs choses, Walid. Il y a un humoriste que je te conseille de lire qui s'appelle Pierre Desproges qui disait « C'est très facile de s'engager contre Pinochet à 9000 km. » Là, tu parles comme un bourgeois. Peut-être sur ton compte en banque, c'est pas le cas. Mais là, toi, tu es un bourgeois de la vie. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin et un conseil fraternel, utilise le hamdoullah à bon escient. Réveille-toi en bonne santé, vois que tes proches ils sont en bonne santé. Tu es dans un pays où tu n'as jamais été bombardé. Et je te le dis parce que peut-être c'est la différence entre nous. Moi, j'ai travaillé avec des Palestiniens. Pas des pro-palestiniens, des bobos de merde qui parlent à la place des gens. Moi, j'ai parlé avec des Palestiniens. Il te dit que quand ils arrivent dans d'autres pays, ils ont peur du silence parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Quand ils dorment dans un hôtel ou un truc comme ça. Eux, tu ne peux pas le dire. Eux, la guerre, non. La guerre, je te l'ai dit, tu peux dormir ce soir et dans un mois, on va se voir. Comme disait Margot, il n'y aura pas de guerre parce que sinon, elle est mondiale. Et toi, elle sera mondiale dans ces mais cas-là. Non, mais
j'aime bien, moi, parce que tu devrais convertir, si je puis me permettre, toute cette énergie, toute cette inconscience qui est la tienne, dans un sport. Genre, jette-toi d'une montagne sans parachute et dis, alhamdoulilah, je vais faire une roulade. La vie et la géopolitique, elle s'abstient de tout contexte religieux. Netanyahou est juif, comme les mecs du Hamas, ils sont musulmans. Je vais te dire quelque chose. Pour toi, c'est la même chose. Mais c'est pas moi, je ne revois pas dos à dos. Je te dis, je t'explique. Netanyahou, je le hais. Je le hais viscéralement. Non pas parce qu'il est possédé, c'est qu'il a fait des calculs qui vont mettre Israël dans une impasse. Et ce qui me désole avec toi, là, et pour beaucoup de gens qui nous écoutent, ça fait 7 mois que dans le podcast que tu écoutes tous les jours, je te dis que les Israéliens, c'est des caïras politiques. Les Israéliens, ça fait des mois, ils sont dans la rue en train de dire à Netanyahou, démissionne. Lui, avec la séquence qui se passe là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire aux Israéliens, c'est moi votre bouclier. Je suis prêt à tuer 200 000 Palestiniens, mais sur la tête de ma mère, je vais rester. Pour te donner un exemple politique qui est déterminant, Netanyahou, il est rallié au mec de la taxe carbone, là. Comment il s'appelle, celui qui est en prison? Marco Moulier, l'autre, c'est Mimran. Tu ne savais pas ça, mon cher Walid? Non, je ne savais pas. Des mecs de Belleville, d'accord? Ils ont fait une magouille à la taxe carbone. Vu que tu es un mec engagé, je vais t'expliquer la taxe carbone. C'est génial. Marco Moulier, au demeurant, est un mec sympathique. Là où moi, ça me vexe, c'est que c'est de l'argent qu'il a pris à l'État. Et en fait, on a eu moins d'hôpitaux, moins d'écoles. Ils ont pris de l'oseille. Ouais, je connais l'histoire. Et à qui ils l'ont donné? À Netanyahou. Netanyahou, c'est un voyou. Et donc, aujourd'hui, ce que je te dis, juste pour finir, Walid, et parce que je t'aime bien, et vraiment, je te jure, tu es un Everest. Mais il faut que tu comprennes, frangin, que tous les mots ont des conséquences. Et moi, je te dis, être palestinien, aujourd'hui, c'est s'asseoir avec toute ta force de lobby et amener les Juifs, en tout cas les Israéliens, et leur dire, voilà, les amis, vous manquez d'objectivité quand vous parlez d'Israël. C'est le cas de beaucoup de Juifs à la télé française. Les Français de confession juive, ils parlent d'Israël, je pense, objectivement, qui sont dans une espèce de paradis qui s'invente. Ils connaissent rien de ce pays. Voilà, c'est comme des gens qui, en fait, se sont créés une espèce de monde imaginaire où tu peux même pas débattre avec eux. Essaye de parler. Moi, j'ai déjà essayé. J'en ai payé le prix de ma carrière en partie. Tu dis, mais excuse-moi, ce qui se passe en Israël, il y a des problèmes. Et bah, t'as des Juifs intelligents qui disent, bah, c'est vrai, frangin, moi, j'ai grandi, je trouve pas ça. Et t'en as d'autres qui disent, bah non, je veux dire... Mais alors que tout le reste du monde, il a un avis sur la géopolitique. Mais cet endroit-là, tu vois, comme disait un ami à moi juif, tu sais, il y a des feuilles, tu leur parles, c'est des humanistes, tu leur parles d'Israël, rideau, c'est des golemons. Et ce qui se passe depuis 2 jours à la télévision française, c'est que des gens qui viennent et tu leur dis, mais est-ce que tu mesures que Netanyahou, il a dit hier, on va leur faire payer un prix qu'ils n'ont jamais connu. Une menace, et crois-moi, tu as devant toi quelqu'un qui connaît la menace, il leur a dit une menace qui est une déclaration de guerre, pas validée par le reste du monde. Personne n'est d'accord. Et au moment où je te parle, il est en train de bombarder comme peut-être jamais on va bombarder la bande de Gaza. Au contraire, je pense qu'ils sont d'accord, la plupart des mais non, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Si t'as les États-Unis qui envoient leur truc, t'as l'Europe, t'as la France qui est d'accord avec quasiment tout ce que fait Israël. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Bah, ils ont envoyé quoi, les États-Unis? Je sais plus ce que tu avais dit. Ils ont envoyé un porte-avions. Mais ça veut dire quoi? En gros, c'est de l'aide. J'ai reçu une notification RMC tout à l'heure qui disait que l'Europe allait arrêter de donner subventionner les Palestiniens. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça, en gros, venez, on finit la Palestine, en fait. C'est exactement ce qui se passe. Ça. Moi, regarde, entre le moment, je trouve qu'il y a une évolution. Entre le moment où tu as pris le micro et tout de suite, je te dis juste quelque chose. Walid, tu n'as qu'un défaut. Et c'est le défaut de beaucoup de gens qui s'intéressent à ce conflit, c'est l'émotion. Je te dis que la seule vertu... Mais c'est la seule chose qu'on peut avoir, en fait, c'est l'émotion. Pas du tout, mon frère. Ah, sinon, on fait notre sac et on va en Palestine et on va se battre avec eux. Tu sais quoi? Je te respecterai plus. Regarde, Wallah, regarde, je le dis devant tout le monde. On a dit, on dit pas de mots religieux. Tu les aimes? Tu veux les aider? Bien sûr qu'on veut les aider. D'accord. Est-ce que tu penses qu'en étant dans mon putain de podcast écouté par 4000 personnes, est-ce que tu penses objectivement, Walid, c'est une vraie question, que ça fait de toi quelqu'un de pro-palestinien? Alors qu'à l'heure où je te parle, il y a des Babtou qui sont là-bas, qui aident le peuple palestinien. Ils vivent avec eux. Ça veut dire ils ont aidé un bébé un lundi, le mardi ils sont venus, le bébé il a été bombardé. Je vais te dire un truc, un journaliste du Monde a dit une très belle phrase. Quand tu couvres le conflit israélo-palestinien, bah t'es pro-palestinien. C'est-à-dire, je vais te dire un truc, j'en ai parlé même avec Sefiu,
Moi, j'ai pas eu la chance d'y aller parce que j'ai été refusé quand j'ai voulu aller en Israël. Sefiu, il a été là-bas. Sefiu, le rappeur, oui, Ouais. oui. Et quand je lui ai dit, quand t'as été et tout, ils avaient rencontré Yasser Arafat et tout. Il m'a dit, écoute, frangin, quand t'es dans un checkpoint, écoute bien l'histoire. Il est dans un checkpoint. Tu sais ce que c'est déjà un checkpoint? Bon, ça veut dire que t'attends 1 heure. Mais quand t'es français, t'aimes pas attendre. À part pour faire Space Mountain. Là, on dit t'attends. Et l'histoire, j'aimerais bien la mettre un jour dans un film. Il y a un mec de Tsahal qui est français qui reconnaît Sefiu. Parce que c'est des Français. Il dit, ça va, Sefiu, on peut faire une photo? Et Sefiu, il dit, mais... Enfin, attends. Qu'est-ce que tu fais là? Et que tu le veuilles ou non, on a un truc qui nous lie, qui est la France. Il a fait comme ça aussi. Et là, du coup, Sefiu, quand j'ai parlé avec lui, il me dit, t'as vu tout ce qu'on t'a raconté sur la Palestine? Bah, il faut y aller pour comprendre que c'est que le début. Parce que quand tu le vis dans ta chair, tu vis quelque chose que t'es à 1% des Palestiniens. Et je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, bah parce que frère, moi j'ai un avion retour. Je parle avec des mecs, ils sont jamais sortis de la bande de Gaza. C'est au-dessus de nos compétences, c'est au-dessus de ce qu'on pense, c'est au-dessus de tout. Et je te jure, Walid, vraiment, je t'engage, si tu peux le faire dans l'année, je te le souhaite. Viens, on va là-bas. Viens vraiment, on fait un sac. On fait quoi là-bas? Mais il a une C'est pas le trottinette, problème. il vient en trottinette, Walid. Mais qu'est-ce c'est que pas tu le veux problème. Faire quoi là? Mais non, mais c'est pas à Walid qui habite à Port-de-Pantin à y aller là-bas. C'est à nos dirigeants. C'est au président de, je sais pas, la Ligue arabe, avec tous les pays qui se réunissent demain. Qui se réunissent Ouais. et qui disent venez, on en finit avec cette histoire. Mais comment on en finit? Vas-y, Bah, dis-le c'est la aussi. guerre. C'est la guerre. Voilà. Non, bah, c'est 2 États, non? C'est pas Walid. ça la fin? Walid, Non, il n'y a pas de 2 États. Ah, il n'y a pas 2 États, il n'y a Ouais, plus non, y a d'Israël. pas 2 Pourquoi il n'y a États. plus d'Israël? Il n'y a pas Walid. de Palestine occupée. Walid, est-ce que tu es sur la position du Hamas dans ce podcast de dire il faut raser Israël? Il faut tuer personne. Moi, je suis pas pour le meurtre, moi. Écoute, Il y a qu'un Mais seul toi, État c'est- et il y a des gens qui occupent des gens. C'est Walid, aussi je te simple repose la c'est question. comme si que j'habitais chez moi, il y a un mec qui vient, il me hagar, il reste chez mais moi. c'est pas aussi simple que Et ça. le jour où je grandis, j'ai pris un peu de force, je lui mets une patate, et là on va dire ah mais en fait Mais ça, c'est toi tu essayes de exactement- hagar le tu vois, squatter. là, tu viens de donner la preuve de Twitter qui parle politique. T'en Mais as non, parlé. je t'ai donné une image. Non, l'image, je vais te la Yacine. donner, elle est plus compliquée que ça. Je vais t'expliquer. Il n'y a pas. Il faut l'oppresseur, l'oppressé, très bien. C'est utilisé, c'est dit, c'est re-redit. Tu valides pas. Et factuellement, c'est pas que je valide pas. C'est que. Pour toi, il n'y a pas factuellement- d'oppresseur et il n'y a pas Mais d'oppressé. c'est pas ça la question. La question, c'est pas binaire. Depuis tout à l'heure, je Mais t'explique, si, c'est Walid. binaire. Mais Il y a c'est quel- pas binaire, mon pote. T'es pas en train de regarder un Marvel avec Iron Man. J'aime pas les Marvel. Et voilà, et ben les Marvel, c'est aussi simple que ça. C'est plus compliqué que ça. Tout à l'heure, je t'ai donné des indices. Et vraiment, comme on le dit dans la religion musulmane, lis mon frère. Voilà, lis des choses. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Il y a des Anglais, ils avaient cette terre. Il y a un truc qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale. On a pris des Juifs, des Tziganes, des homosexuels, des opposants politiques. Et l'Occident, qui faisait la morale au monde entier, les a mis dans des chambres à gaz. Quand les Juifs sont sortis de cette séquence historique qui est abominable, et que moi, je mets au même niveau que l'esclavage des Noirs. La culpabilité était telle dans le monde que des circuits d'influence se sont mis en place, et les Juifs, on leur a proposé plusieurs pays pour mettre Israël. Ça ne devait pas être là. Madagascar et l'Afrique du Sud. Et eux, ils ont dit non, on veut cette zone-là. Je te conseille de lire les accords de Yalta, où il y a des hommes politiques qui se réunissent. Il y a Roosevelt, il y a Churchill, il y a De Staline. Gaulle qui squatte, Staline. et Staline. Et ils prennent un compas, une règle, et des pizzas, et ils se partagent le monde. T'as vu? Là, tu veux me rentrer dans des trucs? Oui, non. C'est-à-dire que eux disent, là, ça va être à toi. Ça va être à toi. Comme un Monopoly. Et après, eux, ils font ça avec les lunettes de l'époque. Ils se disent pas, il y a des Arabes, il y a des Juifs, il y a des trucs, il y a des machins. Ils mettent. Mais on parle du conflit israélo-palestinien, mais il y a eu d'autres conflits dans le monde. Est-ce que je peux juste te couper Attends, je te finis juste. une Non, seconde. mais juste pour que tu saches. Une fois que ça arrive, depuis le jour où ça a été décidé, depuis le premier coup de pioche de David Ben Gourion, et même en amont, c'est la guerre. T'es pas là en train de le supposer. Je connais toute la cartographie qui va sur les réseaux en disant voilà la Palestine en 49, voilà la Palestine en 72. Je vois les petits points verts et tout. Mais à l'époque, je vais dire quelque chose. Le monde arabe, il n'a pas bougé. Hein. Si à l'époque le monde arabe existait, bah, le monde arabe serait intervenu pour déjà accorder. C'est pour ça que quand tu renvoies Thomas en pleine tête, ouais, mais 2 États, on s'en bat les couilles. Mais frère, je vais te dire quelque chose. Quand ta maison brûle, essaye de sauver ce qui est sauvable. C'est-à-dire que là, soit Israël, et ils ont les moyens de le faire, et c'est, je pense, ce qu'ils ont envie de faire, ils éradiquent les Palestiniens, et je crois que là, ils peuvent le faire, et c'est-à-dire
dans le brouhaha le plus total. Soit, j'allais dire l'Occident, mais ce que vient de faire l'Europe annonce le contraire, se dit, attends, nous, on ne va pas revenir vous voir tous les ans avec ce fléau. On crée 2 États. Mais tu ne peux plus créer 2 États. Parce que je vais te dire un truc, Walid, pour conclure là-dessus. Tu sais pourquoi c'est aussi chaud là ? Pourquoi dans notre narratif, alors que tu es plus jeune que moi, le conflit israélo-palestinien, ça fait des années qu'on vit avec. Pourquoi cette fois-ci c'est aussi chaud ? C'est parce que c'est la première fois que 2 extrêmes droites s'affrontent. Le Hamas et l'État d'Israël. Leur sémantique de miroir à miroir, c'est la même chose. Les Israéliens, ils veulent éradiquer le Hamas, et le Hamas, ils veulent éradiquer les Israéliens. Et en fait, c'est la première fois, je te jure, c'est la première fois, historiquement, qu'il n'y a pas d'interlocuteur possible. Personne ne peut s'asseoir à la table de personne. C'est une guerre. C'est pour ça que quand tu dis, ouais, c'est la guerre. Mais en fait, la guerre, je te le dis, on ne sait pas qui va rentrer dedans. C'est comme une embrouille, pour te prendre une image. Tu te pétas avec un gars, et il y a le gars le plus chaud de ta cité, c'est le ouf, Nordi le cinglé. Il vient, il a un schlass, et il plante le mec devant toi. Les gens vont dire, mais c'est toi, Walid, qui l'a fait rentrer dans l'embrouille. Il y a un mec qui dit pas son nom, il y a un pays qui dit pas son nom. Et je peux te dire que dans le monde sunnite, on les aime pas beaucoup. Les Iraniens, c'est quand tu rentres en Iran, ils te disent, il faut raser Israël. On sait même pas s'ils ont, ce que disait tout à l'heure, on sait toujours pas s'ils ont la bombe atomique ou pas. Mais eux, s'ils rentrent dans l'embrouille, tu crois que le Maroc, s'il voit une bombe atomique arriver un jour, mais imagine la physionomie du monde. Et juste pour te finir là-dessus, tu sais comment a été déclarée la Première Guerre mondiale ? Sur quel fait ? Sur un meurtre. Pierre de Serbie. Il y a eu un meurtre. François Ferdinand, non Pierre de Serbie ? François Ferdinand, non C'est l'assassin. Attends, je crois que c'est Pierre de Serbie. 1914, Sarajevo. Il meurt. Attentat de Sarajevo, soi-disant attentat. Et ça déclenche la guerre. Comme la Seconde Guerre. Ça part de quoi ? Pareil. Pologne. À l'époque, il faut que tu revoies le contexte. Et tout le monde dit, il attaque la Pologne, on y va. Mes frères, quand Hitler, il attaque la Pologne, lui, c'est déjà dans quel mantra il est. Et je te jure, et à titre de conseil, je te dirais de lire ça. Les gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, les rescapés, quand ils t'en parlent, je te jure, Walid, moi, j'ai jamais eu envie de vivre la guerre. C'est-à-dire, parce que je sais que quand ça commence, personne ne tient le narratif. Tu vois, j'avais lu la littérature belge sur la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont dit quand les nazis ont débarqué. Tu sais, les Belges, ils ont laissé passer. Ils n'ont pas fait la guerre. Tu sais pourquoi ? Parce que la violence des nazis, elle était telle, vraiment, mais frère, c'est pas une expression, c'est telle, qu'en fait, ils coupaient la tête d'un bébé, ils hurlaient. Et en fait, les Belges, ils ont dit, je pense que c'est des oufs. Donc c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, et je te connais un petit peu, je sais qu'au fond de toi, il y a plus de provocation que de raison. La vérité, c'est que moi, je ne souhaite pas à ton enfant et au mien de grandir encore avec le conflit israélo-palestinien. Ça serait un phénomène d'échec pour moi. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, nos enfants, ils aillent en Israël, ou ils aillent en Palestine, qu'ils aillent à Jérusalem. T'es musulman, c'est une terre qui, tu vois, la mission des musulmans sur terre, c'est de visiter tous les lieux saints. Et il y en a un à Jérusalem. Et aujourd'hui, de savoir qu'en tant que musulman, il y a un endroit dans lequel je ne peux pas aller, parce que objectivement, ça peut mal finir. Et vraiment, je te le dis, mon meilleur ami qui est mort dans le crash de l'avion, Karim Larahmo, il a vécu là-bas 7 mois. Et tu te souviens, il était venu nous voir avec Thomas, il nous a dit, hey, les gars, j'ai pas envie de parler de ce que j'ai vu là-bas. Je dis, pourquoi ? Il me dit, et il m'a dit une phrase, tu vois, j'ai envie de pleurer, il m'a dit, j'ai rencontré des Israéliens gentils. Il dit, oh là, j'ai rencontré des Israéliens sympas. Mais personne n'a dit le contraire. Hein. Et c'est pour ça que je te dis que ce qui est valable pour les uns est valable pour les autres. Il y a des gens aujourd'hui, ils peuvent même pas parler. Il y a des trucs horribles, le mur, tous les trucs qui sont horribles. Mais je t'en supplie, ne rentrons pas dans une provoque qui crée de la surenchère. Là, je te le dis, en tant que musulman, français de confession musulmane, ce qui va se passer en France, ça va être fatal. Là, tu es en train de gueuler dans mon podcast, mais si tu allumes la télé française, et notamment BFM, J'allume pas la télé ils française. sont en train de dire, les Français de confession musulmane, c'est coucouche panier. Et là, j'ai vu un militant pro-palestinien qui vient d'écrire « Qu'est-ce qui nous différencie de Gaza ?» Quand tu balances cette phrase, et pardon, sans te faire offense, tu n'as pas son aura médiatique. Quand le mec, il écrit ça, il envoie quoi comme message dans son filet à papillon? Il y a un Golemont qui va se dire « Ah ouais, d'accord. » Il y a eu... Et moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'ils ont compté que les actes antisémites depuis samedi. Ils ont compté que les actes... tu vois, mais je me disais, acte antisémite, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a eu des juifs d'agressés, tout ça?
Bah, c'est par exemple des Golemons qui sont allés à 20 devant un truc israélite en criant Allahu Akbar. Est-ce que c'était le moment de le faire? Est-ce que c'est un jour le moment de le faire? La réponse est non. Mais c'est pas grave, BFM, ils ont pris l'info, frère. C'est en flash info. Je te donne un autre. Il y a un Golemon qui a dit à un feuge avec une kippa, ce soir, tu vas passer une mauvaise soirée. Ouais, mais 1 plus 1, ça n'a jamais fait C'était 0. peut-être son voisin, il faisait une fête. Ouais, mais tu vois, moi, ce que je te dis là-dessus, c'est que ça va apporter de l'eau au moulin. Mais ça change pas. La France, c'est ça depuis plusieurs années maintenant. Ouais. Tu peux prendre tous les faits de société. Juste. Netanyahou a dit, nous allons changer le Moyen-Orient. Ouais. Waouh. Et je pense qu'il le pense Quelle vraiment. ambition. Juste, historique. Oui, l'historique. Alors, donc, ce qui a déclenché, la Première Guerre mondiale, c'est l'assassinat de Franz Ferdinand. Ferdinand, pardon. Voilà, l'héritier du trône d'Autriche. Et son meurtrier, c'est un jeune Serbe nationaliste, un étudiant qui s'appelait Gavrilo Princip. Merci. Et Pierre Ier de Serbie devait être le souverain à l'époque. Ça doit être ça. Très bien. On peut continuer. Merci Walid. Mon cher Walid. On va faire tourner le micro. Juste pour terminer, histoire que on ne fait pas passer pour un fou non plus, il faut faire une distinction entre le gouvernement israélien et les juifs. Le peuple juif, et le peuple qui habite en Palestine occupée, et les juifs de France, etc. Je fais un distinguo. Moi, je dis pas abat les juifs, tuer tous les juifs et tuer tous les Israéliens. C'est pas mon propos. C'est gentil parce qu'on soit bien clair. Non, mais parce que après, quand tu dis des choses et que dans l'émotion, etc., tu dis des choses, peut-être qu'on va croire que Walid, j'ai dit tu serais pas un glorieux sinon. Abat les juifs. Non, absolument pas mon propos. C'est pas le problème que tu dis ça, Walid. À chaque fois, je te dis, je pense que t'es un garçon émotif, ce que je suis. Yacine, depuis qu'on est bébé, on voit des images de ouf. Mais c'est pas le problème, franchement. Moi, je vais te dire, en grandissant, j'ai l'émotion palestinienne, évidemment, mais aussi maintenant que je suis un adulte, j'arrive à faire preuve, même si c'est délicat. C'est pour ça que je te le dis. Je suis qu'un homme, j'ai 3 enfants. Les vidéos, là, ça fait 48 heures, 72 heures que je regarde. Ça me bouleverse. Et, alhamdoulilah, pour le coup, mes parents m'ont donné une éducation pour que, quelle que soit la hagra que je vois, même si je vois un mec dans la rue se manger une baffe alors qu'il n'a rien demandé, ça m'émeut. Et je suis pas là en train de contextualiser en disant « Ouais, mais les mecs, ça fait 50 ans. » Non, mais gars, moi, c'est le droit international. Quand tu tues un innocent qui n'a rien, c'est interdit, c'est carton rouge. C'est carton rouge. Il n'y a pas « Ouais, mais il y a la VAR. » Moi, ce que je trouve fou, des mecs que j'aime bien, tu vois, j'ai bloqué beaucoup de gens sur mes réseaux parce que des mecs que j'aime bien, je dis ouais, mais il faut que tu comprennes. Non, mais mon frère, c'est toi qui vas comprendre. La tête de ma mère, c'est toi qui vas comprendre qu'à un moment, tu peux pas me dire je suis musulman et j'accepte que des gens qui se réveillent le matin, qui prennent pas d'armes, on sait pas ce qu'ils pensent. Et d'un coup, ça tire des balles en rafale. Tu vois, moi, j'ai vu tout à l'heure une maman israélienne. Elle parlait de sa fille. Je dis frère, je suis pas fait en titane. Elle dit ma fille, elle est partie danser. Juste si vous avez des nouvelles, et toi, tu es là, tu es père de famille. Mais de l'autre côté, frère, moi j'ai un fils en bas âge. Je vois depuis tout à l'heure les vidéos de la Palestine. Mais je suis écœuré. Le ratio, je suis d'accord avec toi. Il n'est pas égal. Moi, ça fait 41 ans que je vois des images de la Palestine tout le temps. Et toi, tu étais plus jeune que moi, mais la fameuse photo image de Mohamed qui était passée sur le journal d'Antenne 2, on a été biberonné à ça, vous vous souvenez, quand il était caché avec son fils. Et qu'après, France Télé, à l'époque, toi, t'as pas vécu ça, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux, ils avaient fait une contre-expertise pour dire que c'était un Palestinien qui lui avait tiré dessus ou un truc comme ça. Ah ouais, des années après. Hein? Ouais, des années après. Des années après. Et tu dis, mais attendez les gars, vous êtes encore sur Mohamed. Entre le moment où vous avez fait votre sujet et le moment où vous avez fait une espèce de contre-réponse, il y a combien de Palestiniens qui sont morts clairement? C'est d'une balle dans la tête. Mais parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, et pour revenir à la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours cette culpabilité française qui fait que les médias seront jamais objectifs là-dessus, qui seront toujours du côté d'un peuple qu'ils ont opprimé eux-mêmes, qui s'appelle les Juifs, que la France a opprimé, que l'État français a opprimé et a participé au génocide pendant la guerre mondiale. Et il y aura toujours cette culpabilité qui fait qu'ils se rangeront toujours du côté d'Israël. Et c'en est même caricatural aujourd'hui parce que on a l'impression, sans être tombé dans le complotisme, mais qu'ils font exprès de l'être totalement partisans. Mais pas les feux. Pour exciter. Non, pas les feux. Non, les médias. Non, pas les feux. Je vais dire les feux. Pour exciter ils ont un problème en France. Les pro-palestiniens. Les feux, ils sont pas demandeurs. Et de les ça. pousser à la faute. Non, les feux, ils sont pas demandeurs. Tout à l'heure, j'ai eu Émile Ackerman au téléphone. Et je l'ai vu sur Twitter. Et je lui ai dit, écoute, Émile, ne tweete pas sous le coup de l'émotion. T'es un rabbin. T'as une place déterminante dans le narratif. Fédère, même si sous le coup de l'émotion, mais il me dit, mais tu vois ce que les gens, ils écrivent? Ce qui est vrai. Ouais, viol, mais il faut comprendre. Il y a des gens, ils ont écrit des queutrus, et je pense que Twitter est une invention du diable,
Mais quand t'as Twitter... Pourtant, Ackerman, c'est un bon gars. Désolé de te couper. Je le suis sur Twitter. C'est un bon gars. Non, mais il a répondu à des gens à qui... Ah, mais après, si tu réponds au cas par cas, Yacine, faut pas tomber dedans. C'est aussi. pas le problème. Il y a plein de Walid, ce que tu comprends décérébrés pas, sur Twitter. c'est qu'Émile, c'est mon frère. Je suis plus proche d'Émile que de certains Marocains. Je m'en bats les couilles des poncifs à la con. Si un musulman, il fait de la merde, Faut le dire, Dieu bien merci, sûr. il fait de la merde. Je suis pas parce que t'es rebeu ou t'es renois ou t'es mon cul que je vais te soutenir. Émile, aujourd'hui, est un mec formidable. Grave. C'est un rabbin, il est jeune, il est frais, il a un discours exceptionnel. Et quand je l'ai vu tout à l'heure, je lui ai dit, écoute-moi mon frère, je te le dis, je suis plus âgé que toi. T'es sous le coup de l'émotion. Prends du recul. Arrête. Il m'a dit, regarde, tu viens de m'appeler, j'allais arrêter de tweeter. Ouais, l'autre en face. Voilà, moi j'ai vu des gens, ils m'envoient des trucs. Allez, on supprime mon bloc. L'ancien Yacine aurait répondu. J'aurais fait 4 jours avec un mec qui a 9 followers. Mais écoute-moi, frangin, je suis pas à ton niveau. Et c'est pas de l'arrogance, c'est du constat. Si tu me dis, elles ont été violées parce que des Palestiniennes, t'as rien compris, mon ami. Moi, je souhaite pas ça au peuple palestinien, mais je souhaite ça à personne. Et aujourd'hui, t'as des gens, ils sont là, et jour de foot. Ouais, mais en telle année, il y a eu ça. Et en fait, tu parles avec des gens qui ne sont pas instruits. Et je te jure, quand tu dis, ouais, mais moi, Walid, Bobigny, en quoi je pourrais changer l'histoire ? Bah, c'est simple, frangin. En fait, déjà dans l'éducation de tes enfants, et je te le dis avant que tu rendes le micro, Walid, je prends ça pour de la provocation, mais État d'Israël, il y a, État d'Israël, il restera. Partir du principe de négationner un pays, ça voudrait dire déjà que jamais on leur souhaitera du bien. Et donc, si tu négationnes un pays, évidemment que tu négationnes ses habitants. Le peuple israélien, je vais dire quelque chose, ils ont une gauche qui est beaucoup plus caïra que notre gauche de merde. Parce que moi, ce que j'ai vu ce week-end, c'est pas tant la montée de l'extrême droite, c'est l'affaissement de la gauche française. C'est les blancs qui sont pas juifs, qui sont pas musulmans, qui prennent des postures pour se dire, tiens, si je suis copain avec un tel, eh ben, ça voudra dire que ça va me ramener ça. Mais en fait, quand tu es un mec juste, ce qui étaient les hommes politiques et les journalistes de l'époque, c'était des justes. Les résistants, on les appelait les justes. Tu prends pas parti pour l'un ou pour l'autre, tu prends parti pour l'humanité. Et j'ai pas vu, moi, dans les médias, à part les spécialistes du Moyen-Orient, des vieux monsieur avec des cheveux blancs, chercheurs au CNRS, ils viennent, ils mettent tout le monde d'accord. Ils disent, voilà, mais Netanyahou, c'est à cause de lui. Tu as vu qu'il y a des hommes politiques, des spécialistes, ont dit ça à la télé. Tu le reverras pas 2 fois. Hein. Le mec, il vient, il dit, ouais, c'est Netanyahou, voilà qui il a mis au pouvoir, voilà cet homme politique, ce qu'il a fait, voilà les conséquences. Et ben, franchement, objectivement, je te dis la vérité, ces mecs-là, dans une ancienne télé, dans un ancien monde médiatique, ils auraient la parole. Mais aujourd'hui, tu veux qui ? Tu veux des gens, et pardon de dire ça, la communauté juive, là où elle doit se rebiffer et se vénère, c'est qu'en fait, ils ont été infiltrés par l'extrême droite. Meyer Habib, Golnadel, Zemmour, tout ça, c'est des mecs qui sont proches de l'idéologie de Netanyahou. Et les médias français, ils leur ont fait une place de ouf. Donc aujourd'hui, les juifs, ils ont le même problème que les musulmans. C'est que les gens qui sont soi-disant leurs représentants sont des gens qu'ils n'ont pas choisis. Nous, on n'a pas choisi Chalgoumi. Eux, ils n'ont pas choisi Golnadel. Moi, mes potes feu, je me dis, mais il n'y a que toi qui t'intéresse à Golnadel. Nous, on n'en a rien à foutre. Allez, frère, Mbrok el-Eid, bonne fête, embrasse tes parents. Moi, j'ai eu ce week-end des amis, des frères. Ouais, c'est les fêtes juives. Bonne fête. Regarde pourquoi j'ai la chair de poule. J'étais à la Légion d'honneur de Latifa Ibn Ziaten. Il y avait le patron du CRIF et le grand rabbin. Ouais, c'est des Arabes. Ouais, mais Latifa. Ouais, c'est des Arabes. Bon, arrête, on va pas faire une demi-heure de plus sur Latifa. Fais pas une minute de plus parce que je vais dire quelque chose sur Latifa. Viens perdre ton fils d'une balle dans le cou. Mais non, Yacine. Non, mais c'est ça que tu comprends pas, Walid. Walid, c'est là où je t'en veux. C'est que t'as un jugement. On va pas faire 30 minutes sur ça, mais on va pas faire une minute. Je te dis, sur Latifa, les choses, elles sont claires. Moi, je te la connais. Et même, je vais te dire quelque chose, j'ai appris quelque chose ce week-end. On est de la même famille. Depuis 3 ans. Je savais pas. Mais quelqu'un de ma famille s'est marié avec quelqu'un de sa famille. Dorénavant, on est de la même famille. Donc, quand je l'appelle maintenant Tata, ça prend une ampleur encore plus significative. C'est une daronne blédarde qui a des enfants, qui habite à Rouen. Il y a un mec qui s'appelle Mohamed Merah, il tire une balle dans le cou de son fils. Elle décide, avec toutes les lacunes qu'elle avait à l'époque, de prendre son bâton de pèlerin, de faire le tour de France. Quand moi j'apprends que dans une cité, ils l'ont reçu, des petits golemons, et qui lui disaient vas-y, comme là t'allais enclencher, vas-y, non, j'allais rien enclencher. T'es manipulé par le système. Bah, c'est exactement ça. Mais de quoi tu parles ? C'est ça, Walid. Et c'est dommage qu'on se quitte là-dessus parce que je pensais vraiment que t'avais évolué là-dessus. Écoute-moi, frangin, il n'y a que toi. Et tous ceux que je veux combattre dorénavant qui disent mais le système, il s'est même pas quitté.
la tête de ma mère. Qui sont ces gens pour dire... Tu connais ces gens, ils disent parle pas au téléphone, je suis sur écoute. Tu ne sais pas. Ils vont écouter quoi? Un mec qui dit ramène du charbon pour la chicha? Mais mon frère, le système, il s'en bat les couilles. Et il s'en bat les couilles de tout le monde. Il s'en bat les couilles des gilets jaunes, il s'en bat les couilles des musulmans, il s'en bat les couilles des gens qui peuvent mettre à mal le système. Et je te le dis, Walid, moi, devant moi, je te l'ai toujours dit, respecte-moi, parce que moi, je l'ai vécu de plein fouet. Moi, je sais ce que c'est une tentative d'assassinat, il peut te le dire, il est là. Moi, je sais quand un mec, il vient avec un calibre pour me tirer une balle dans la tête. Là, ça, c'est le système. Viens, on parle là-dessus. Mais un mec de Bobigny qui vend du shit à 15h, je dis pas que c'est ton cas, parce que tu travailles et tout, et qui me dit, ouais, mais fais gaffe. Mes frères, ils s'en battent les couilles. Le système, il est plus puissant que n'importe quelle personne. Et quand je vois des gens me dire, ouais, et c'est arrivé dans mon spectacle samedi, je suis anti-système. Une blanche, bobo, elle me dit, mais nous, on est anti-système. Mais t'es le système. C'est ça que t'as pas compris. T'es dans le système. Les gens qui sont pas dans le système, ils habitent dans une hutte, dans l'Aveyron ou l'Ariège, ils mangent des haricots qu'ils font eux-mêmes cuire. Ça, c'est les vrais méchants. Donc, je te conseille, pour finir et pas m'énerver, de regarder le film Into the Wild, si tu veux voir un mec qui est anti-système et qui finit par manger des baies empoisonnées qui meurent comme une demeure dans un bus. Mais ça, c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, les gens qui parlent du système, ça me dépasse parce que le système, il n'existe pas. Il n'y a pas un endroit, un immeuble où il y a écrit système, où tu les attaques. Non, le système, c'est des gens qui prennent le pouvoir, qui resserrent tout, ce qu'a fait très bien Netanyahou. Le peuple israélien, je suis persuadé que si aujourd'hui on s'asseyait avec eux, on leur disait « Vous pensez quoi de la paix avec la Palestine ?» C'est comme la peine de mort. 98% vont dire hey, « Là, on va reporter la paix. » Parce que moi, j'ai perdu une nièce d'une cousine, elle s'est faite buter, bute-les. Alors qu'il y a 6 mois, tu fais le même sondage, ils disent « Netanyahou, casse-toi, t'es un vaurien. » Et voilà, c'est comme ça. Les hommes politiques sont populaires quand il y a de la gravité. François Hollande a été populaire durant les attentats. Ça me désole, hein. Mais durant les attentats, parce que on allait basculer dans une guerre civile, il a réuni tout le monde et il est devenu populaire. Mais maintenant, ce que je te dis là-dessus, franchement, et je te le dis, on aura une conversation, je ne voulais pas l'avoir sur les réseaux parce que je pense qu'on méritait mieux. Merci mon cher. Merci Walid. On va aller tout au fond là-bas. Ok. Rappelle-moi ton prénom, cher ami. Abdel. Abdel, je me souviens, tu as une fille qui a l'âge de mes filles. Ouais, Asia. Asia, quel âge? Elle a eu 19 ans samedi. D'accord. Je te sens contrarié, mon cher Abdel. Comment as-tu vécu cette actualité? Franchement, je ne suis pas contrarié. Moi, sur cette actualité-là, franchement, j'essaie de prendre beaucoup de recul. Moi, j'écoute ce que dit Walid, j'entends ce qu'il dit, je comprends ce qu'il dit. Mais quand je vois ce qui se passe depuis samedi, j'essaie de prendre beaucoup de recul parce que sinon, tu t'en sors pas, quoi. Sinon, tu peux péter un plomb par rapport à tout ce qui se passe. Moi, je me souviens d'une... Alors, je sais plus, c'est terrible de dire ça, mais je me souviens, je sais plus c'est quel attentat. J'ai déposé mes enfants à l'école et j'ai un ami juif que je croise devant l'école et qui, je crois que c'était les attentats de Mohamed Merah, enfin je sais plus, et qui vient vers moi et qui me prend dans ses bras et me dit oh vas-y t'es mon ami. Et quand il m'a dit ça, je dis attends, il y a un truc qui va pas là-dedans là. Il essaie de me faire passer pour quoi. Et depuis ce jour-là, j'essaie de prendre vraiment beaucoup de recul par rapport à tout ça pour pas avoir des réactions qui peuvent à un moment donné. Et t'es bourré le mec? Non. C'est mon ami, Non, mais bisous. c'était en mode voilà, il y a un musulman qui a tué des juifs, moi je suis juif, toi t'es musulman, viens, je te prends dans mes bras parce que j'estime que toi t'es pas responsable de ça. Mais t'as la quoi bonne à prouver, intention n'en était fait, en fait pas une. Mais Voilà. toutes ces vexations, elles sont malheureusement, vraiment, je te le dis après, elles sont quotidiennes et malheureusement, c'est ce qui fait, tu vois, je le dis avec beaucoup d'émotion, mais j'ai eu mes amis, mes frangins qui vivent au Maroc et qui ont vécu l'actualité de samedi par le paradigme marocain. Et alors que c'est des Français, et en fait, ils sont plus du tout dans notre, cogite. Ils sont... Parce qu'ils n'auraient pas accepté, alors que nous, on vient de l'encaisser. Dans ce que dit Walid, il y a aussi, comme on dit l'expression, il y a à boire et à manger, mais il y a aussi le... Il est juste un peu plus jeune que moi. T'as quel âge, Walid, toi? 31, ouais, tu vois. On a quand même 11 ans qui nous séparent. Mais tu vois, rien que là, de voir les 11 ans qui nous séparent, comment le point de vue sur un conflit comme celui-ci, il s'est beaucoup plus durci. Moi, tu vois, genre, et mettant 11 ans dans la tête de Walid, j'ai grandi avec des juifs. Tu vois, je me demande si Walid, je te pose juste la question, t'as grandi avec des juifs? Non. Ouais, mais t'en connais, mais t'as pas grandi avec eux. Mais tu vois, ça change beaucoup la donne. Et je pense que, sincèrement, ça s'est morcelé. Tu vois, dorénavant, je le vois quand il y a des événements tragiques comme ça. Je sais pas comment toi tu le ressens, mais personne n'est capable de considérer notre souffrance française.
C'est-à-dire que d'abord, tu dis je suis musulman ou je suis arabe, Ouais, et à très la fin, il y a un communautarisé. truc commun. Moi, je l'ai constaté samedi soir après le spectacle. Je suis allé au McDo, Porte des Lilas, à 3h du matin. Et j'ai vu que même dans le McDo, tout le monde était communautarisé. Il y avait des Renois qui arrivaient, qui étaient ensemble, des Rebeux ensemble. Même au McDo, bon, on se retrouve, on est tous ensemble. Dans le cholestérol. Un Big Mac, voilà, le cholestérol nous rassemble dans la même pièce, mais chacun mange avec chacun. Ça, c'était assez bluffant. Parce qu'ils sortent tous de soirées, en fait, où ils sont, Ils sont entre déjà Renois, entre Rebeux, entre Blancs. Abdel, juste, je parlais tout à l'heure du transfert, vu qu'on a des enfants qui ont le même âge. Est-ce que les images de cette rêve party, et plus largement les images que tu vois de la Palestine, mais est-ce que spécifiquement, cette fois-ci, le fait de voir ça et de faire un transfert sur ta fille, non pas comme moi, que ta fille aille en rêve, ce n'est pas le cas, mais est-ce que tu as été touché par ça? Non, j'ai pas été touché par ça parce que d'abord, ces images-là, je les ai pas vues. Comme je te dis, je prends beaucoup de recul. Et moi, actuellement, mes enfants, je les vois très très peu. Donc quand je les vois, j'essaie de profiter d'eux et de pas faire ce genre de transfert, d'avoir des conversations beaucoup plus joviales avec eux. Voilà, donc je prends vraiment vraiment beaucoup de recul parce que pour plein de raisons. Parce que tu parlais de communautarisme, Thomas en parlait. Moi, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera plus, quoi. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on n'y arrivera plus. Ouais, je suis d'accord. À se mélanger, c'est ça que tu veux À se dire? mélanger, je pense que j'essaie de temps en temps de me poser la question et de prendre le problème par tous les... Je pense qu'on n'y arrivera plus. Oui, tu sais, on est en train d'écrire le nouveau spectacle. Il y a des choses que j'écris avec Thomas et des choses que j'impulse parce que je les ai vécues et que Thomas structure. Mais le prochain spectacle, je pense que je vais avoir une thématique là-dessus. De dire, je crois que c'est trop tard. C'est très dur dorénavant d'être équilibré dans nos échanges, tu vois, comme tu disais, parce qu'il y a des gens qui fautent c'est-à-dire par naïveté, par inconscience, tu vois, le truc du « ouais, c'est mon pote musulman ». Mais en fait, aujourd'hui, on laisse moins passer qu'à l'époque. Tu vois, aujourd'hui, quand il y a un attentat, moi, les attentats de Charlie Hebdo, je les ai vécus comme tels. Et tu vois, quand j'ai vu Valls, ce bon à rien, venir hier sur un plateau et dire « oui, mais l'antisémitisme, ça commence comment? C'est quand on dit « je suis pas Charlie ». Tu dis « mais qu'est-ce que tu racontes, gars? T'es revenu pour dire ça? On s'était débarrassé de toi. On était, nous, Français, tous autant que nous sommes. On s'était dit, allez, casse-toi, dégage. Regarde la preuve, tu fais 3% au primaire, tout. Et tu reviens et tu nous remets dans la torpeur de Charlie Hebdo, du Bataclan, qui ne sont en rien liés à ce que nous sommes. Tu vois, moi, je l'ai déjà dit publiquement, je n'ai pas de problème à dire. Je ne suis pas Charlie Hebdo. Je n'aime pas la ligne éditoriale. Ça me fait pas rire. Par contre, je suis français et ça m'affecte profondément ce qu'ils ont vécu. Mais le gars... il est invité, non pas que je veuille être invité, parce que j'aime pas Rutel Krief, qui est une espèce de déjanté réac, et qui est en plus redevenu feuge extrémiste. La nana, elle a été très bonne, la nana. Ça a été une femme, une grande journaliste pendant des années, et depuis, quand elle parle de ce sujet-là, moi je l'ai déjà vu, tu te souviens, une fois, elle avait mouché un journaliste qui parlait d'Israël, elle a dit on va s'arrêter là, c'est mieux. Elle lui a mis un coup de pression de folie. Et tu vois, Rutel Krief, elle se pose pas la question. Et j'ai vu un de ses collaborateurs, il me dit, tu sais, je lui ai parlé de toi, on a parlé, c'est une meuf du 19e, c'est une feuche qui a grandi. Mais je dis, mais ça n'empêche pas l'idée que c'est pas parce que tu as grandi dans le 19e que tu as des idées dégueulasses aujourd'hui sur les Français de confession musulmane. Et moi, ce qui me frappe, je te jure, on a perdu une guerre idéologique en France, les musulmans, c'est qu'on a laissé notre narratif à Mélenchon sous prétexte que 70% d'entre nous ont voté pour lui. Je l'ai déjà dit ici. Non pas que ça soit pas un bon homme politique, mais en fait, il est absolument dépassé par ce qui se passe. Et c'est même pas un pompier pyromane, c'est un pyromane. Il a foutu le feu à la NUPES. Vraiment, je le dis pour les gens qui me parlent de politique. Il y avait une chance pour que la gauche, elle renverse Macron. Même, je trouvais ça plutôt salutaire. Tu vois, tu te souviens, pendant la présidentielle, moi, j'ai rien contre Mélenchon. J'aime pas et tout pour des raisons visiblement financières. Mais que des gens de gauche fassent passer des idées, j'étais plutôt content que ça se réunisse, que ça coagule. Résultat, la NUPES, c'est le plus grand parti de blancs de France. Il n'y a pas de rebeux, pas de renois. C'est comme les Républicains ou l'extrême droite. Limite, je te dirais, je crois que même l'extrême droite, ils ont tellement pas de renois qu'ils peuvent laisser la chance au produit. Tanguy David, tu sais, ils ont quand même fait émerger. Mais frère, vous êtes là en train de vous masturber l'ego sur Rachel Keke, qui est une femme de ménage. Et il n'y a pas un jour, quand elle prend la parole, que vous lui rappelez pas que c'est une femme de ménage. Ben, laissez-la faire le ménage à l'Assemblée. Moi, je dis ça à Rachel Keke. J'ai beaucoup d'estime pour son parcours. Mais moi, je serais gêné qu'à chaque fois, on me dise excuse-moi, tu te souviens quand tu faisais le ménage? Ouais, ben ça s'appelle l'infantilisation. Ça, c'est pire que le racisme. Et pour te finir le truc, aujourd'hui, sur Mélenchon, aujourd'hui, ce gars-là veut tirer la séquence politique jusqu'en 2027. Alors qu'on sait
que ça fait seulement 1 an que Macron il a été élu. Mes frères, on va finir à feu et à sang. Parce qu'il y a lui, mais en face, il y a une armée d'anonymes nazes chez les Républicains. Il n'y a personne qui émerge à l'extrême droite. Mais quand il se lève, regarde, en 24 heures, ils l'ont éliminé. D'ailleurs, je trouve que la ministre, elle n'aurait pas dû prendre un mano à mano avec lui. Tu vois, elle ne devrait même pas le calculer parce qu'il n'a pas de statut. Mélenchon, c'est simple. Excuse-moi, est-ce que tu es le patron de la France Insoumise ? Non. Tu es le mantra de ton parti. Et quand tu prends la parole, tu fous le feu. Le gars, quand on commence à dire, ouais, et c'est pour ça que je disais par rapport à Walid, le Hamas n'est qu'une composante de l'histoire palestinienne. Il y en a eu d'autres. Et il s'avère, pour dire la vérité, que c'est une séquence violente. Le Hamas, c'est comme s'il y a un parti qui prend le pouvoir et qui sont des vénères. Et tu vois, et ça a été la conséquence. Et tout à l'heure, je lisais un article anglais qui était fabuleux là-dessus en disant, c'est quoi avoir 19 ans, l'âge de nos enfants, en Palestine ? Quand tu as 19 ans en Palestine, tu es né en 2005. T'as jamais vu la mer, pour certains ? Tu sais, il y a vraiment des histoires où je me disais, mes frères, je comprends que, je cautionne pas, mais je comprends que les mecs, c'est en fait des dangers publics. C'est pas, pardon, c'est horrible ce que je veux dire, mais quand l'autre, il les appelle les animaux. Mais en fait, c'est ça, c'est que là où la Palestine, c'est horrible, ils ont été déshumanisés. Ils ont même pas les gens, ils les voient même pas comme des êtres humains. Donc quand tu les vois pas comme êtres humains, tant tu dis 100 ou 200, les mecs, ils en peuvent plus. Qui les appelle les animaux ? Non, pas le Premier ministre, c'était le ministre des Armées, je crois. Le ministre de la Défense. Qui a dit c'est comme ça les animaux. Mais tu lis là les punchlines du gouvernement palestinien ou des généraux, mais tu lis des trucs que tu n'as jamais vu de ta vie. Tu mettrais un autre pays, ce que tu disais, tu mettrais un autre pays, tout le monde se lèverait en disant c'est inadmissible et tout. Et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, les pays qui soutiennent, c'est pour ça que Walid, il le ressent peut-être pas, mais tous les pays qui soutiennent Israël là, ils risquent de payer le prix très très fort. Mais c'est pour ça aussi que la France aujourd'hui essaie de politiser ça en faisant le débat antisémite, LFI et tout ça. Moi, je pense qu'il y a une part de responsabilité de Mélenchon, mais lui, qu'on le veuille ou non, il a une aura. Il n'a pas de statut, mais il a une aura et il est très écouté. Et il polarise le gouvernement et l'extrême droite sur lui en disant regardez, LFI c'est des antisémites, pour botter en touche parce qu'ils veulent pas assumer qu'ils défendent, qu'ils sont avec la politique d'Israël. Je pense qu'il y a aussi une partie. Attends, excuse-moi Thomas. Le rêve de Mélenchon, c'est d'être la gauche de Jérémy Corbyn, qui a eu des propos d'ailleurs par le passé tendancieux ou pour pas dire avérés. Il faut que tu comprennes que c'est historique. Il se rêve Chavez aussi. Hein. Non, oublie. Le seul truc qu'il a en commun avec Chavez, c'est la flûte de Pan. Je te dis. Il en parle encore. Mais écoute, le problème, c'est quoi ? C'est que les Anglais, ils n'ont pas de problème à prendre position sur Israël et Palestine. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais été du mauvais côté de l'histoire. Aucun Anglais n'a collaboré. Donc quand les mecs ils parlent d'Israël, il n'est pas en culpabilité. Le problème de notre pays, et pardon, c'est l'une des premières vannes qu'on a écrites, il n'y a aucun Arabe, aucun Noir qui a mis un Juif dans un train. Ce pays est un pays de collabos. Et les gens qui ont été collabos sont restés au pouvoir après la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si tu mesures le délire. De Gaulle, il a préféré mettre la poussière sous le tapis et nous laisser nous démerder avec ça dans toutes les années qui viennent. Et je te la fais l'histoire. Je peux même t'expliquer comment ils en sont venus politiquement à créer ce qu'ils ont créé. De Gaulle, il se dit, je ne vais pas affronter la droite conservatrice qui a collaboré, tout ça, machin, parce qu'il y a eu beaucoup de collabos. La vérité, c'est que, frère, les résistants, t'as l'impression, quand tu allumes les chaînes de télé, un documentaire sur deux, un Français sur deux était résistant. Mais frère, c'était des palefreniers. Ils étaient peut-être 3000 sur un pays comme le nôtre. Les gens, ils se mettaient à apprendre l'allemand. Les gens, ils couchaient avec les Allemands. Les femmes couchaient avec les Allemands, je peux dire. Tu parles pas de ma grand-mère comme ça. Et donc, et pour te finir, De Gaulle, il arrive, il fait juger les mecs. Il les fait juger pour certains en huis clos. Ouais. Parce que, quoi ? Les mecs, ils sont populaires. Il y en a certains, c'est des rostas dans la rue. Ils ont rendu des services, tout ça. De Gaulle crée la 5e République. Et là, il y a cette poussière antisémite. Après la Seconde Guerre mondiale, pendant des années, la France a continué à être antisémite. Hein. Les Juifs ont mis des années. Et qu'est-ce qui se passe ? Éclate le conflit israélo-palestinien. Pendant des années, on n'avait pas collé ça aux jeunes de banlieue, à la banlieue. Pourquoi ? Parce que nos parents n'étaient pas là, ils sont arrivés en 70. Mais quand nos parents ils sont arrivés, quand mon père il arrive en 73, il a 22 ans. Donc il est totalement palestinien. Tu sais, nos darons, c'était... Tu vois, ils ont vu le début de la guerre. Moi, mon père, il écoutait des groupes de musique là-dessus et tout. Et en fait, la France, elle a fait un move au début des années 90-2000. Ils se sont dit,
Nous, on est antisémites factuellement. Mais eux, ils sont antisémites idéologiquement. Il y a eu des actes antisémites, certes. Mais à l'époque, la communauté juive était arabisée. C'était des Algériens, c'était des intellectuels qui étaient arabes et juifs. Il y a eu des grands intellectuels qui ne laisseraient jamais faire l'amalgame entre un antisémite français blanc notable qui a récupéré un château d'une famille juive durant la Seconde Guerre mondiale. Tu parles pas de mon grand-père comme ça. Voilà. Et donc, pour te finir, nous, politiquement étant très faibles, durant les années 90-2000, les mecs de quartier, on est rentrés la tête la première là-dedans. Et donc, en fait, ils préfèrent dire aujourd'hui que le conflit israélo-palestinien, c'est nous qui sommes les fervents défenseurs et compagnie, alors que c'est eux, c'est le PS, c'est la droite, qui, eux, ont des ancêtres qui ont collaboré. Je te donne un truc factuel, mais qui a chialé de rire. Le Pen qui soutient Israël ce matin, c'est bravo. Non, bravo. Ton ROP, il a créé un parti avec des nazis, et toi, tu dis, je suis avec le peuple israélien. Je ne sais pas si tu mesures le inception que c'est. Ça veut dire, là, il y a des juifs qui doivent dire, dans leur tombe, pas du tout. Alors vraiment, votre soutien, c'est parce que le gars à la table, là, il a juste tué ma femme, ou il a... Et ça, c'est pour ça que là, je te dis, la liberté de ce podcast, elle est rama. J'arrive, je dis ça sur un plateau télé chez Cyril Hanouna, je casse la télé française. Si je demande, via Margot, toutes les familles françaises qui ont eu un appartement, à part la famille de Thomas, ou qui ont créé un empire immobilier entre 1938 et 1945, la tête de WAM, je pense que j'ai les 100 familles françaises. Ça, c'est factuel. C'est comme les... tu vois, et je voyais là Julien Drey, qui était une figure de gauche qu'en plus j'appréciais. J'ai travaillé avec lui. Là, sur Twitter, j'ose même pas lui envoyer un que truc, où il dit, mais il va où l'argent à Gaza? Je vais dire, mais gars, t'as pas vu ce qu'ils ont fait à la tour Palestine hier? T'as vu, là, les 3 tours, là, ils les ont bousillés. Et World Trade Center, ils ont... Et je vois un journaliste, tu reviens sur le plateau, il dit, oui, alors c'est vrai qu'Israël, ils réagissent en général très mal à une attaque. Mais gars, ils viennent d'exploser un immeuble. Et tu vois, et là, aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis, les journalistes français, ils voulaient éviter la honte et l'humiliation. Résultat, ils ont eu les deux. Regarde autour dans cette salle, là, on parle, je pense qu'on est plus libre que n'importe quel média français. À part France Info, peut-être Euronews, mais sinon, tu regardes les chaînes d'infos. Et tu vois, ce soir, je vais regarder juste par curiosité, mais je pense que tu vas avoir des trucs anti-arabes, anti-palestiniens que tu ne verras pas ailleurs dans le monde. Ils vont faire des queutrus où tu vas dire « Ah d'accord, mais normalement, si on était dans un pays engagé, les rebeux et les renois qui viennent de quartier, ils diraient « Ah non, je viens plus ». Tu sais qu'ils ont réussi à faire culpabiliser les gens sur le boycott d'Israël, les produits là. Tu sais qu'il y a des gens, ils n'achètent pas de produits israéliens. Ben même ça, ils ont réussi en France à dire si tu boycottes les produits d'Israël, c'est que tu es antisémite. Mais non! Il y a des gens, ils n'achetaient pas de produits durant l'Afrique du Sud, tu vois, durant l'apartheid. Ça me fait mal d'acheter une orange qui a été faite par un Renois, tu vois. Et ben ça, aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis, là où Valls, il a été, et moi je le dis à chaque fois, Valls, c'est là où il a été l'homme politique le plus dangereux de ce pays. Il a réussi à créer du doute en permanence. Ça veut dire, il a bousillé ce pays. Et vraiment, quand je l'ai revu il y a 2 jours à la télé prendre la parole, c'est là où j'ai été d'accord avec toi. Je me suis dit, en fait, qu'on le veuille ou non, les petits salonards, là, les journalistes, les politiques, ils ont une telle haine et ils vivent tellement en vase clos qu'en fait, ils ne mesurent même pas que quand ça va péter, c'est eux les premiers qu'on va aller voir. Juste pour avoir une discussion en disant, mais pourquoi t'as dit tout ça? Merci à toi, Abdel. Merci, on va aller là. Podcast énervé. Tiens, toi, cher ami, on passe d'un chauve à un autre. Bonjour. Un reptilien, visiblement. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Comment tu t'appelles? Parle bien dans le micro. Fred. Salut Fred. Ça va? Tu es déjà venu, Fred? Première fois. Première fois. Tu es abonné? Tu es Oui. abonné au podcast? Oui. D'accord. Tu habites où, Fred? Tremblay en France. Très bien. Tu es... Bah, la France va trembler, on t'écoute. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tatoueur, non? Agent de sécurité. Très bien. On t'écoute, Charmy. Tu nous fais peur, mais vas-y, Fred. Non, c'est vous qui faites peur. J'étais venu là pour gaulerie, mais t'as vu là, c'est Ah non, c'est bah, pas le moment. pas le jour. Excuse-nous, Toi, nous- tu suis pas l'actu, visiblement. Nous, c'est organisé. Si, malheureusement. Fred, Bah, et vite tu veux, on fait. peut te raconter l'histoire de la pute et du chat, qui est exceptionnelle. Non, ça va aller, c'est bon. Non, Tu as suivi cette actu, toi? Ouais, c'est triste. Mais bon, ça fait 60 ans que ça dure, je sais pas comment on peut sortir de ça. Quand tu commences à élever tes enfants toujours dans la haine de l'autre, des deux côtés. T'as des enfants, toi? 3.
Quel âge, pardon? 27, 23 et ma fille, elle a 14 ans. 27? Ah ouais, mais t'as quel âge? 51. Ah ouais, Bah, tu ça les y est, fais là, pas. T'es en fin de vie, toi. Merci. Ah oui, carrément. Fin de vie cool. Ça va? Prochaine nouvelle. Grand-père, t'es grand-père? Oh là, non, pas encore. Bah attends, Ouais, bah, 27. ça fais va. gaffe. Non, tranquille, ils sont pas pressés, tant mieux. 27, ils sont pas pressés? Non, bah, Les jeunes maintenant, ils veulent plus. Ils sont pas comme veulent nous. plus Ken. Non, bah, ça, je discute pas de ça avec mes fils. Je les laisse faire, je connais les garçons. Il y a que Thomas qui parle de ça avec son fils. Alors, elle est comment l'autre et tout. Juste pour revenir à toi, parce que c'était vraiment l'actualité, elle est comme ça. Tu regardes les médias ou pas du tout, Fred? On va aller vite parce que si. Pas les médias subventionnés. J'essaie de trouver des infos ailleurs. C'est vrai? Non, mais c'est orienté, on va pas se mentir. La main Pas oriental, par contre. non plus. Et tu regardes quoi alors? Tu suis sur quoi, toi? Je regarde sur internet, mais j'essaie de voir d'où viennent les infos et voilà. Mais en tout cas, si tu allumes ta télé pour regarder ce qu'on te sert, tu seras peut-être influencé si tu suis pas autre chose ailleurs, tu seras peut-être influencé, tu croiras ce qu'ils te diront, enfin, pas croire, mais tu prendras parti pour le bon. D'ailleurs, tu savais que, je fais une petite parenthèse, moi je suis abonné sur SFR, et quand tu allumes ta box sur SFR, ça tombe directement sur BFM TV. Bah, qui est le patron? Ouais, non mais je veux dire, je pense que ça se règle. Non mais là, il a fait que des trucs, Drahi. T'allumes, donc si tu leur fais de l'audience alors que tu n'as même pas envie, t'allumes ta box. Il a fait un truc incroyable, c'est que il a autorisé les coups de fil envers Israël gratuits. Bon, je vais pas mentir, il l'avait fait pour le Maroc, mais je trouve ça totalement partisan pour d'autres pays où il y a eu des infamies. Tu vois, je te dis n'importe quoi, Haïti ou l'Ukraine. Enfin bon, l'Ukraine, ouais, mais je me dis, c'est horrible pour les autres pays qui doivent dire, donc ok, donc on doit attendre qu'un patron qui est concerné par notre sujet, il est un opérateur téléphonique. Ouais, Millennium pour. Ouais, et pour je trouve ça absolument fou que Drahi, on connaît Oui, mais son... il essaie peut-être de racoler, parce qu'en ce moment, apparemment, lui, non, ça va pas je du tout pense ses vraiment, affaires. alors là, vraiment, pour le coup, Drahi... Attends, bah Alex, il est au ça courant vient d'un des bon affaires de sentiment, Drahi. ça part d'un bon Non, sentiment. je pense que Drahi, déjà, il veut vendre BFM, donc tout l'empire BFM, là, est à vendre. Ouais, on est sur le coup pour racheter. Ouais. Ça vous plairait un podcast si en tous continu? les auditeurs des 30 Glorieuses en continu donnent à peu près 400 000 €, il y a moyen... Non, mais on c'est- te donne une heure, on te file une heure, Alex. Ouais. De 16 à 17. Ouais, pour toi. Ok. Alex Time. Je vais bosser un peu. Non, hein, le chauffe-chaud. C'est bien ça. Hein? Et donc, non, mais tu vois, je me dis, BFM, le mec qui va récupérer, je me suis tapé un fou rire en disant, imagine, c'est un milliardaire musulman, on sait pas d'où il sort, c'est qui a fait fortune dans l'huile d'olive. Il dit, voilà, tout le monde la barbe, les femmes, tout le monde, voilà. Et vous arrêtez pas de dire toute la journée que l'islam, c'est super. Tu vois. L'heure des chros. Et que des rebeux. Donc tu vas chercher sur quoi alors, Alex? Des infos? Regarde, Rivavol, plein de Rivarol. trucs qu'on dit complotistes. Hein? Justement, j'écoute plein de choses qu'on dit complotistes. Parce que souvent, eux, ils font leur devoir. C'est-à-dire qu'eux, ils vont vraiment chercher et ils te montrent des documents. Qui ça? de ce qui, Qu'on dit complotiste. Oui, bah ceux. Bah cite, vas-y, on verra. Moi je sais pas. Il y a Alexis Cosset, il y a les décodeurs, il y a. Qui d'autre? Attends, les décodeurs, c'est pas mal, c'est Libé. Non, du tout. Le Monde. Non, les décodeurs avec un Q. Ah non, je connais pas. Sur Avec un Internet. cul. Fais gaffe. Si ça Non, se trouve, mais il nous a alors- donné des sites de ouf et tout. On sait pas ce que Non, c'est. eux, ils sont- Jackie ils et sont Michel, concis. c'est deux Non, non. chroniqueurs. Il faut un travail exceptionnel. Non, alors sans vouloir offenser ces gens-là, parce que pour certains, ils ont un ego démesuré, mais Oui. je... Mais En les fait- infos sont pointues. Ouais, et mais... vérifiables. Pour le coup, vérifiables. Ouais, mais C'est des faits. tu sais, moi, j'ai un truc. Alors, je déteste, par contre, je vais dire un truc. Je n'aime pas le fait que dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on l'appelle complotiste. Ça, je trouve ça assez... Ça clôt le débat. Ça Non, clôt je la trouve ça discussion. malvenu. Mais par ailleurs, je pense que quand tu es dans ta chambre avec une webcam et que tu sors des documents où il y a écrit top secret, non, je sais pas. Non, mais Ça doit être entre les deux, Ouais, les médias c'est que dont je me parle dis, Alex. Pas non plus, gars, si t'es dans ta chambre et tu l'as, c'est pas si secret. Enfin, et tu vois, durant le Covid, nous, on avait. Durant le Covid, il y a eu quand même des fous rires. Je sais pas pour ceux qui l'avaient. Tu te souviens des mecs Celui qui avait son dossier comme ça. Ouais, Qui ils a dit disent, là, j'ai tous les rapports. Et moi, quelqu'un qui commence, je te le dis entre nous. Je dis pas, peut-être, et je te le dis, je les connais pas. J'espère qu'il y aura des belles surprises. Ça se trouve, il y a vraiment des mecs qui ont fait un travail de fond et tout. Il y a des choses qui se vérifient avec le temps, surtout de ce qu'ils ont dit il y a quelques années en arrière, parce qu'il y en a, ça fait très longtemps qu'ils alertent sur Ils avaient certaines dit, choses et qui te. Le Maroc en demi-finale, par exemple, il avait très bien. J'ai des infos exclusives pour vous dire que Unai est drogué. non, mais, non, vraiment, je Non, c'est sais pas. Pogba, c'est Pogba. Je pense que aussi, pardon, si je puis me permettre,
c'est que c'est l'une des dérives des sociétés occidentales. C'est que tellement l'info a été verrouillée et compagnie, que dorénavant, il y en a certains, ça crée des espèces de vocations, mais néanmoins, tu vois, on a été très dur à l'égard de Complément d'enquête, qui a fait une espèce de bérésina sur Sofia Chikirou pour à la fin que ça soit un truc balourd. Mais en fait, le travail d'investigation, c'est un travail qui est coûteux. Tu vois, il y a un mec qui m'a fait rire, bon je le dis, mais ça m'a fait chialer de rire, le lanceur d'alerte, Edward Snowden, là. Oui. Il m'a dit, mais un pote à moi d'une cité, dont je tairai le nom, Brahim, il m'a dit, mes frères, lanceur d'alerte, c'est juste une manière polie de dire balance. Et quand il m'a dit ça m'a ouvert les yeux, parce que j'ai dit, mais c'est vrai, les lanceurs d'alerte, aujourd'hui, c'est des gens... Non, mais ce que je veux dire par mais là... t'imagines sur quoi il devrait se taire de tout ce qu'il a balancé, justement, Edward Snowden. Non, Snowden, c'est pas hallucinant. Snowden, c'est le Barça. C'est vraiment le gars qui a lancé une vraie alerte. C'est 9-4. Mais en dessous, il y a des lanceurs de poids. Des mecs qui disent, j'ai des infos exclusives. C'est pas du bœuf dans la hachis parmentier de la cantine. C'est du veau. Non, mais tu vois, mais par exemple, des fois, il y a des trucs comme ça qui sortent, qui sont la traite animale, alors que je suis un grand consommateur de viande. C'est les lanceurs d'alerte qui ont commencé à montrer les vidéos de vaches qui se mangent des balayettes tasées avec un fusil à pompe. Et je me suis dit, mais ça, je ne savais pas. Mais par ailleurs, c'est, je pense, le nombre de lanceurs d'alerte qu'il y a fait qu'il n'y a pas que des vérités. Balance-nous une info, alors, Alex, ce que tu as vu récemment, là, dans les décodeurs. Je vais rester chauve. Putain, les bâtards, ils ont dit ça sur toi. Non, parce qu'il y a, par exemple, il y a une casquette qui fait repousser les cheveux. Tu connaissais ça, là? Tu connais cette casquette? C'est bon, j'ai réglé le problème depuis longtemps. Je rase tout. Non, mais t'as vu, du coup, ils sortent des infos. Non, je suis, en fin de compte, de ce qui se passe déjà. Qui va être champion de Ligue 1? Ils savent déjà ou pas? Non, arrête. Non, tu sais, franchement, je te le dis... Alex. Non, toi, Thomas. Ah, pardon. Je pense qu'il faut qu'on change notre manière, même si on se moque, il faut qu'on fasse attention à la phrase qu'on dit souvent, c'est rire avec et rire de. Je pense qu'objectivement, il y a des gens qui essayent de faire sortir des vérités. Oui, je faisais une vanne, mais après, j'allais lui demander le truc sérieux. Non, mais là, dans le truc sérieux, là, de ce qu'il va nous dire, je sais pas moi, que... Non, il sait même pas, en fait. Les canards sont... Non, c'est parce qu'en ce moment, ils sont beaucoup axés sur la politique étrangère, les États-Unis. Ils te parlent justement de ce qui s'est passé avant aux États-Unis, que des dossiers qui vont sortir, des trucs... Toi, tu me sur fais quelle galerie. période? En 2026, quand les gens vont attaquer l'Elysée comme ils ont fait avec Trump. Ah oui. Et qu'on verra Alex déguisé en Jamiroquai à l'Élysée avec un fusil à pompe en train de dire ça va les 30 glorieuses. Voilà. Écoute, justement ils en parlent de ça. Non mais c'est vrai, ils en parlent de ça. Et ils te disent comment ça se fait qu'il y a des mecs d'extrême gauche qui se sont retrouvés l'un ce jour-là. Pas extrême gauche. Alex. Fred, pardon. Je t'aime beaucoup, mais pourquoi tes gauleries, frangin? On t'appelle Alex. Alors. Moi, quand ils ont attaqué C'est bizarre ça. Ouais. Ça, c'est un complotiste ça, qui nous a rentré ce prénom, Alex. D'où t'as des infos. D'où t'as mon deuxième prénom. Non, attends, il y a un truc qui m'a fait gaulerie. Quand ils ont attaqué c'est pas le Panthéon, c'est aux États-Unis. Capitole. Le Capitole, le Panthéon. Voilà. Moi, j'ai chialé de rire. Parce que quand j'ai vu Jamiroquai là. On les a laissés faire. Attends. On les a laissés faire. Fred. Quand je l'ai vu, dans ses yeux, il y avait quand même écrit. Je crois que le blog que je suis, c'est pas super. Et franchement, ça m'a rappelé World War Z quand ils ont commencé à escalader. Après, moi, j'ai une passion pour les Américains. Faut que tu le saches. C'est des ouf. C'est des golemons. Ils vont loin. Quand tu tires sur une tornade pour qu'elle soit repoussée, c'est que pour moi, t'es un peuple mythique. Et moi, quand je les ai vus attaquer le Capitole, et je te jure, pas tous les Américains sont golemons, mais c'est ce qu'on dit des États-Unis. Sur les côtes, ça va. Au centre, pas du tout. Et en fait, le truc qui m'a fait gaulerie, c'est que Trump lui-même, et c'est ce qui se passe avec ce genre d'hommes politiques-là, il les a chauffés comme des oufs. En fait, c'est ça qui remonte dans les dossiers, c'est en disant vous n'êtes pas cap. Lundi, vous n'êtes pas cap. Et là, il y a des Américains qui ont commencé à se dire bah, j'y vais. Et là, quand le mec, il a tué les gens, là, le keuf, je sais pas si tu mesures la détresse de ce peuple qui est ultra violent. Il voit des gens arriver qui se disent nous, on est là pour la démocratie. L'autre, hello, bam, bam, 2 balles, il les a chez coups. Il a eu, je crois, une récompense, le gars, genre merci et tout. Et ce qui est horrible, pardon d'aller au bout, les familles de ces gens-là, ils doivent se dire, mais tu sais, et je te pose la question, durant les dîners, dorénavant, ça doit vous arriver à tous, quand tu parles à quelqu'un dorénavant, tu dis, oula, je sais pas où tu t'informes, mais tu dis de la sacrée merde, tu vois, à Noël. Moi, j'ai pas ça, parce que mon père, il dit que des trucs de gueudin, donc j'ai trouvé je dis oui à tout.
Ouais, c'est mieux. Voilà, moi, là, Ouais, mon c'est père, mieux. il m'a parlé d'Israël, j'ai dit, C'est mieux, c'est mieux. je suis avec toi, papa. Non, mais Ça t'imagines déclenche avec des le- trucs. Il m'a dit, c'est- Je pensais même pas que ça déclenchait. Je me suis Non, mon père, embrouillé il m'a avec fait ma gaulerie, mère il m'a et tout, dit, laisse tomber. c'est des musulmans, mais ils sont dans l'autre club. Parce que c'est ça qui ne ressent même pas la presse française. C'est qu'en fait, c'est des chiites et des sunnites, c'est pas la même chose. Et les chiites, c'est l'Iran. Et l'Iran et les musulmans sunnites que nous sommes, c'est pour ça que quand ils disent, ouais, les musulmans de banlieue, mes frères, déjà, nous, on est sunnites. On n'est pas du tout dans le rapport des chiites. Tu vois, un Iranien, tu parles avec lui, c'est le même, enfin, j'allais dire, c'est le même Dieu. On a la même passion, mais on n'a pas le même maillot. Mais tu vois, et aujourd'hui, c'est pour ça que politiquement, les Iraniens, ils placent la religion dans un contexte où les mecs, ils ne voient que dans ce paradigme-là. Tu vois, vraiment, je le dis pour les gens qui écoutent ce podcast, mais quand, par exemple, ces Golemont de journalistes français, ils disent « Mais regardez les femmes iraniennes qui se dévoilent !» Mais nous, les sunnites, on soutient à mort. À mort, bravo, dévoilez-vous, mesdames. Parce que, non pas que je sois pour ou contre le voile, mais tu vas dans un pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, les femmes pas voilées, elles sont pas suivies par un gars qui les braque. Enfin, tu vois ce que je veux dire, les Iraniens, moi, quand je voyais les images, mais même en tant que musulman, je suis fier quand elles se dévoilent. Mais par contre, la presse française, ils disent « Alors, qu'est-ce que vous attendez, les meufs de banlieue ?» Mais c'est pas du tout le même processus. Moi, tu m'amènes une femme en France, qui se voile de force, et son frère, il lui met des coups de baramine derrière la tête. Son père, il la tase. J'en connais pas. Non, mais... J'ai grandi en banlieue, j'en connais pas. Mais c'est pour ça que je te dis, mon rêve, c'est qu'il la trouve. Et ils sont bons parce qu'ils la trouvent toujours. Ils trouvent toujours une femme exceptionnelle, personne ne la connaît. Et c'était vrai. Et elle dit, mon frère se réveillait la nuit et il m'agrafait à ma peau mon voile. Tout le monde dit, waouh, mais c'est qui ce fils de teint? Et tu sais, son frère, il est là en disant, bah ouais, c'est ça l'islam, un Golemont fini. Et toi, t'es Mais il y en a. Des comme ça, il y en a aussi. Mais parce qu'il y a tout. Mais si tu prends un cas, et forcément, il y a des fous. Il y a des fous dans tout. Mais même pas. Moi, depuis que j'ai vu un groupe sur Facebook qui avait écrit Hitler aime les fleurs, j'ai su que l'humanité, ça sert à rien. Non, mais Hitler intime. Tu l'as pas envoyé le documentaire d'Arte? Qui a écrit un livre, Hitler intime. Ouais. C'est un de nos auditeurs qui nous a envoyé. Hitler dans son salon, dans son canapé. Hitler qui zappe. Qui zappe, qui regarde Hitler le Hertha qui Berlin. jongle. Le Hertha Berlin contre le Bayern Munich. Non, mais celui qui a écrit le livre Hitler intime, normalement, j'aimerais le recevoir en podcast en disant vraiment sur sa vie, tu t'es dit, je vais aller à l'endroit où je crois il est sympa. Il aimait les flammes cuches. Mais Hitler en tablier qui fait une mousse au chocolat, ça m'a gêné. Merci à toi, Fred. On va faire tourner le micro. Merci, Fred. On va aller derrière. Putain, quel podcast exceptionnel. Je voulais saluer mon cher Émile Ackerman qui m'a envoyé un message en me disant « Ça m'a fait plaisir que tu m'appelles. Je t'aime très fort. » J'ai cru qu'il avait déjà... Rabbin islamo-gauchiste. Comment tu Il avait t'appelles déjà Flora entendu ce qu'on avait dit sur lui. Yanis. T'étais déjà venu Ouais, une fois. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille en communication. Voilà. Tu penses quoi de la com d'Israël depuis 2 jours? C'est aberrant. Non, moi je suis. Forcément, ça touche, ça me touche comme tout le monde. Et j'ai une anecdote à raconter. Là, ce midi, on en parlait avec mes collègues de bureau. Tu bosses dans quoi? La com. La communication. Ah oui, d'accord. Okay. Et j'ai une collègue qui dit je comprends pas pourquoi on les laisse pas se débrouiller eux-mêmes. Ah bah voilà. Parlant de qui? Des Juifs et des Arabes, quoi. Exactement, ouais. Enfin, des Palestiniens et Israéliens. Oui, voilà. Mais pour eux, dans leur tête, c'est de plus cette copine les Juifs et les Arabes, quoi. Comment? La couleur de cette copine. C'est une blanche qui a dit ça? Non, libanaise. Tes collègues, hein? Libanaise. Ou alors, si j'étais toi, je lui dirais comment elle s'appelle? Bon, peu importe. Ouais. Je crois que c'est la prochaine qui va être touchée. Parce que, juste, je le rappelle, la dernière fois qu'Israël a répondu, ils ont touché le Liban. Et je peux te dire, c'est très rare qu'un Libanais te parle de manière élogieuse d'Israël. Hein, parce que c'est vraiment le premier voisin. Et la dernière fois, ils ont tout bousillé. J'ai entendu aussi ce matin sur, je ne sais plus quelle chaîne, que le Liban était partagé entre ceux qui disent ça, justement, qui prennent pas parti, et ceux qui sont pro-palestiniens, mais en gros, il n'y a pas de pro-israélien. Mais t'es un ouf, le Hezbollah. Oui. Et tu te rends compte le nombre de Palestiniens qui ont migré en Jordanie, au Liban. En fait, les Palestiniens, c'est un pays de nomades. Enfin, c'est un pays de diaspora. Il y en a beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Déjà, l'un des humoristes qui cartonne le plus, Mohamed, le petit gros là, qui est avec Dave Chappelle, c'est un Palestinien. Je vous conseille de voir son spectacle. DJ Khaled. Ouais, mais en fait, les Palestiniens aux États-Unis, ils rigolent pas du tout. Je sais pas si tu as vu la manif à New York, là. Palestiniens, Israéliens, ensemble, face à face, en embrouille. Mais je me dis, tu fais ça à Paname, t'es mort.
Tu sais, il va y avoir un jet d'eau, mais que d'un côté de la manif. Tu sais, avec les musulmans, ah non, on craint l'eau, on est sale. Mais là, franchement, je te dis, c'est... Et toi, tu lui as répondu quoi à cette collègue? Rien, j'étais tellement déstabilisé. Depuis, je vais me renseigner, mais je vais essayer de comprendre pourquoi elle a dit ça, quoi. Bah, parce que je pense que ça marque une forme d'égoïsme. Faut pas parler politique avec n'importe qui. S'intéresser déjà au monde, c'est s'intéresser aux gens. Donc aujourd'hui, quand tu parles avec des gens, moi, tu vois, il y a des gens... Mais tu disais tout à l'heure, pourquoi on se sépare aussi, on disait ça tout à l'heure avec Abdel, c'est les discussions comme ça aussi. T'as même plus envie de parler à des gens quand ils sortent des trucs, et donc tu te replies quelque part, soit avec les gens qui pensent comme toi, soit avec des gens où t'as pas peur d'entendre des aberrations, quoi. Non, et puis surtout l'indifférence, tu vois. Moi, j'ai bloqué beaucoup de gens qui ne sont pas au courant qu'ils sont bloqués, ils le découvriront dans les jours qui viennent. Mais il y a une meuf qui me suivait sur les réseaux qui a écrit « J'ai passé un excellent week-end, on bloque ». Et en fait, je me disais... c'est pas une attaque, ça. Si, je trouve. Je trouve dans ma parano que, en fait, ça en dit long sur les gens autour de toi, sur l'humanité qui est la leur. Tu vois, pardon de faire offense, c'est un peu starfola ce que je veux dire. Mais même si j'étais pas musulman, je le placerais sous un truc tout simplement humaniste, tu vois, en me disant, j'ai pas envie, vraiment, tu vois, genre, je sais plus qui a dit ça tout à l'heure, c'est toi, je crois, Abdel. Je veux plus aller sur Twitter ou regarder la télé. Et surtout sur Twitter, parce que c'est des images qui me... Tu vois, je croyais avoir le cœur solide, tu me mets dans un grand 8, je vomis pas. Mais là, dorénavant, je vois ces vidéos, je suis psychologiquement attaqué, ça m'affecte. Et en fait, je me dis, le peuple français, on est tellement des baltringues, ce qui est vrai, il n'y a pas de guerre, tout va bien, il n'y a pas de tremblement de terre. Les Marocains ont été sollicités il y a peu de temps, tu vois, il y a eu un tremblement de terre, et ça crée des mécanismes intellectuels, tu te relèves. Nous, la France, frère, on est ultra pourri gâtés. Et même nos pauvres, j'ai envie de dire, même si c'est inhumain au vu de notre contexte. Tu vois, moi, j'ai honte de ce qu'est devenu notre peuple, qui est asséché, tu vois, en termes de militantisme, de conviction, d'échange. Tu vois, rien que là, tu vois, je suis pas d'accord avec Walid et tout, et je veux pas du tout l'enfoncer, parce que ça voudrait dire qu'on est malvenu, mais on échange, tu vois, c'est respectueux. C'est vrai que c'est devenu très rare. Hein. Bah ouais, et puis surtout, là, aller voir des bobos qui prennent un verre de vin en disant j'ai pas toutes les infos, bah ferme ta gueule. Si t'as pas les infos, ferme pas ta gueule là, en train de parler sur une terrasse de ce qui est en train de te passer en Israël-Palestine. Et limite, je trouve ça mieux. Tu vois, j'essaie de parler avec beaucoup de Français de confession juive, en apportant mon soutien, non pas à ce qui s'est passé, mais en disant regardez, c'est pas un prêté pour un rendu. Mais moi, je suis musulman, j'aime l'être humain. Et vraiment, plus je vieillis, plus ça me rapproche de ma religion pour aussi me canaliser. Mais de dire, dans aucune page du Coran, il y a écrit il faut démembrer quelqu'un et le mettre dans un coffre. Juste, je te le dis, si t'as pas l'info. Parce que même ça, la base, il faut dorénavant le rappeler aux gens. Ils sont persuadés que dans une page du Coran, il y a écrit attaquer une rave, tu vois, et tu es obligé de dire non. Là, c'est une initiative personnelle. Et vraiment, celui qui crie Allahu Akbar dans le 4x4 avec la femme là qui est en sang et tout, je sais pas pourquoi, c'est l'une des images qui m'a le plus bouleversé parce que je me suis dit, mais il a quel âge de cet enfant de faire ça? Je sais pas si t'as vu et tout, il est filmé, il tire en l'air. Il y a même pas de projet militaire, de projet politique. C'est un truc qui est quasiment carnassier. Et aujourd'hui, tu le vois, tu vois, moi j'échange avec des gens et tout toute la journée. Ce que je disais au début et ce qui est intéressant, je crois qu'en France, on a tellement rendu muets les musulmans qu'ils osent même plus échanger, ni au travail, ni... Tout à l'heure, un pote à moi, il conduit le bus. Il m'a dit, écoute, frangin, j'étais au local, il y avait 2 blancs. Ils ont commencé à me parler du conflit. J'ai dit... Et il me dit, je suis pas un taiseux. Mais si c'est pour perdre mon emploi, dire à un gars, il a dit, ouais, les juifs, ils méritent pas de mourir. Et l'autre, il dit, ouais, mais les musulmans. Il dit, ouais, les musulmans, quand même, ils cachent le Hamas depuis des années. Il m'a dit, allez, stop. On arrête. Mais l'ambiance de ce pays fait qu'on va encore avoir des faits divers dans des collèges, dans des lycées, puisque maintenant c'est devenu l'alpha et l'oméga de la société, de rapporter des propos ou des attitudes de collégiens ou lycéens golemons, comme ça a été le cas après la minute de silence Charlie Hebdo. C'est horrible. Parce que là, il y a les parents vigilants. T'as vu ça, ce truc qui commence à monter de Zemmour. Voilà, de Zemmour, qui sont complètement des déglingués qui rapportent tout et n'importe quoi de ce qui se passe dans les classes, et on va encore avoir ça, on va encore avoir dans un lycée. Et tu sais qu'il y a dit, vraiment, ouais, je c'est vous bien dis, fait pour les dans juifs. ce podcast, les amis, je déteste la citation de Moreno, mon ami noir, mais je vous jure qu'on a les juifs les plus incroyables du monde. Vraiment, je sais pas un truc, mais dans ce pays, on a des juifs et des musulmans qui ont vécu ensemble pendant des années et des années.
c'est les médias et les politiques qui nous ont opposés depuis des années, mais je vous jure que vraiment, à titre de curiosité, c'est horrible de mettre juif à côté de curiosité, mais regardez sur les réseaux, il n'y a pas que Émile Ackerman. Il y a vraiment des gens qui ont grandi avec nous, qui sont des enfants du Club Dorothée, qui ont grandi avec nous et qui disent on ne veut pas de ça. Tu vois, je vois un mec avec qui j'étais opposé, Patrick Gluckman, l'avocat, Oui. qui s'est embrouillé avec Zemmour hier, alors que c'est un feuge. Il s'est attaqué à Zemmour en disant pas de récupération, tu vois. Et ça, pardon, hein, je vois pas beaucoup de musulmans de premier plan s'attaquer à Chalgoumi. Tu vois, j'allais dire les stars musulmanes, elles préfèrent l'indifférence à l'affrontement. Moi, je préfère l'inverse. On sait. On sait Voilà. déjà. Non, mais tu vois, je vais pas sur Twitter pour des raisons de salubrité mentale, mais tu vois, le reste, vas-y, mon frère, tout le stand-up, c'est que des musulmans. Le nombre de... Et les mecs, ils sont pas capables de faire un 5 minutes. Enfin, tu vois, qui est venu voir mon spectacle ce week-end ? Je sais plus qui est venu, si toi. Et en fait, tu sais, j'ai changé le spectacle parce que je voulais parler du conflit israélo-palestinien. Donc Thomas, je le voyais en sueur. Je me disais, c'est pas préparé, c'est pas... Charlotte, elle a éteint la caméra, comme ça, il n'y aura pas de preuves. Et en fait, j'ai réussi à amener un truc, tu vois, je pense. Et c'est fou parce que les gens, ils sont tout de suite attentifs. Ils se disent, ah ouais, c'est arrivé tout à l'heure, tu vois, mais je vais pas attendre 6 mois pour prendre position, frère. Ça s'est passé ce matin. Et tu vois, ça m'a fait plaisir. Et ça me touche toujours. Dans mon spectacle, moi, je dis, est-ce qu'il y a des juifs ? Et il y a un mec qui m'a envoyé un message, ça m'a vraiment fait mal au bide. Il m'a dit, mais j'osais pas être juif samedi soir. Frère, qu'est-ce que tu racontes ? T'es un ouf d'écrire. Tu sais, j'ai eu la phrase, j'avais les larmes aux yeux en disant, mais gars, lève la main 2 fois même. On va gaulerie avec toi. On va se vanner. Tu vas dire que, évidemment, t'es contre ce qui se passe. Et les gens en face, comme ce cher Walid ici présent, qui n'ont jamais vu un juif à moins de 200 mètres, ils vont dire, ouais, tu vois, c'est ce qui s'est passé avec Émile Ackerman. Tu connais Émile Ackerman, le rabbin. Quand il est venu voir mon spectacle, il avait la kippa. Et un jour, j'ai dit, dans ma salle, je l'ai vanné. Je dis, ouais, il y a un rabbin et tout. Et il y a un rebeu, il a dit, ah ouais, carrément. Et tu sais, c'était un moment hyper gaulerie. Et après le spectacle, Émile Ackerman, il boit de l'alcool. Donc il boit une bière. Le rebeu, il dit, ça boit tranquille. L'autre, il croyait que c'était un imam. Dire, mais gars, qu'est-ce que tu racontes ? Et d'un coup, je me disais, tu vois, les petits moments comme ça, qui sont gauleries, ça existe tous les jours, tu vois. Mais quand le mec, il dit, ouais, j'ai pas osé être juif samedi, je dis, mais frère, tu te rends compte, tu m'as fendu le cœur. Et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, le manque de courage de notre génération fait que les gens, comme il disait Abdel, comme Walid ou comme toi, on préfère se taire que d'être tendu, en fait. Tu vois, je vois, moi, les gens, ils se disent, hey, gars, c'est mon taf. T'as vu, là, il y a des Palestiniens, des Israéliens. Je m'en bats un peu les couilles. Mon travail, c'est toute l'année. Je vais pas m'embrouiller avec mes collègues. Et après, t'as les fous furieux. Il y a un pote à moi, il est avec le t-shirt de la Palestine aujourd'hui. Son patron, il a dit, rentre chez toi. Mais il m'a fait gaulerie. Il est venu, il a mis personne lui a demandé. Il a pris un café. Et ce qui m'a fait gaulerie, parce qu'il travaille à la RATP, c'est qu'il n'y a pas de juifs. Ça veut dire qu'il l'a mis vraiment pour les autres collègues rebeu-renois qui ont dû dire tu vas trop loin, je te le dis, rentre chez toi. Et en fait, lui, il savait tellement pas ce que disait Walid, il sait tellement pas comment aider la lutte. Et je dis, mais mon frère, ça ne sert à rien. C'est vraiment, je te le dis. Mais moi, ce qui m'a fait gaulerie, c'est qu'il a dû laver son t-shirt, programme 40 degrés coton. Il a dû dire, alors eux, aujourd'hui, ils vont voir, mon frère. T-shirt RATP, on est des musulmans. Et frère, ses collègues qui lui disent, t'as l'air énervé. Et en fait, il m'a dit tout le week-end, j'ai mangé de la vidéo, qui fait que lundi matin, je me suis réveillé en mode... Et tu vois, et là, maintenant, c'est la vérité, mais ça n'a pas l'air hyper loin, la baya. On n'était pas mieux sous la baya. C'est vrai. Non, mais ça les filles, revenez en abaya au lycée. Ça m'a l'air tellement loin, frère. Là, ce soir, j'ai même pas regardé. Tu vois, le podcast, il est là parce que ça devait sortir. Mais je sais même pas comment on va rebrancher avec une autre actu, en sachant qu'une actu chasse l'autre, mais une actu violente chasse l'autre. Mais je te dis, moi, Hanouna, il va régler le conflit israélo-palestinien ce soir, là, dans TPMP. Non, on va faire venir un... Alors, juste, tu rigoleries, les gens, quand j'ai écrit le truc, la Hagra, je suis contre la Hagra, j'ai reçu 3-4 messages de gens qui disent « Ah, parce que tu suces la bite d'Hanouna. » Alors, je vous explique, les amis. Ça fait 1 an que je vais pas chez Hanouna. Je n'y vais pas pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Et ensuite, la vérité, c'est bien mal me connaître. C'est que je vous dis simplement qu'à 41 ans, en ayant 3 enfants, n'est-ce pas, mon cher ami, je ne supporte plus la violence. Ça, c'est un truc, autant à l'époque et tout, je pouvais encaisser. Dorénavant, j'ai un autre logiciel, je suis un père de famille, je ne veux pas. Et vraiment, je n'ai pas de solution, je ne vais pas mentir. J'ai un petit podcast, La Notoriété qui est la mienne, vous la connaissez. Et en fait, il n'y a pas de moyen de régler ce conflit, si ce n'est que ça passe par des drames, tu vois. Là, c'est qui tout double, et je le dis dans ce podcast. Soit ils vont se réunir,
parce qu'ils ont beaucoup plus que 100 otages, ils en ont beaucoup plus, et ils sont en train, visiblement, de les mettre dans des endroits, c'est extrêmement stratégique. Je te rappelle que la série qu'on aimait bien avec le House of... Non, pas House of Cards. Ah, avec le mec qui revient. Ouais, qui revient, qui est israélienne à la base. Homeland. Qui est Mais une tu sais série que israélienne. la première version, c'est israélien. Ouais. Et c'est une histoire vraie. C'est qu'en fait, les mecs, quand ils détiennent des otages, ils leur font tellement un changement de paradigme que les mecs, ils reviennent pro-palestiniens totalement chamboulés. C'était le cas en Afghanistan, parce qu'en fait, t'incorpores la lutte. Et tu vois, là, le truc de propagande du Hamas, là, c'est hyper puissant. Je sais pas si t'as vu. Tu sais, il y en a certains qui disaient que genre les mecs du Hamas, ils disent aux otages, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi, alors que factuellement, non. Tu vois, là, il y a une guerre médiatique qui est en place, que Israël va gagner. Mais tu vois, la propagande de dire voilà ce qui se passe, le Hamas, ils n'ont pas de relais. Et il y a un spécialiste anglais qui a dit un truc fabuleux. Il dit le Hamas vient de comprendre qu'ils ont perdu le soutien mondial. Ça veut dire le monde, en fait, est du côté d'Israël au vu des atrocités et compagnie. Ils ont perdu la guerre médiatique. Donc, la plupart des médias, aujourd'hui, sont très anglais sur ce qui se passe. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir sur le bandeau BFM. Ils parlent que d'Israël. Et ça va être intéressant de voir dans les 3 jours comment ils vont parler de la Palestine. Est-ce qu'ils vont parler de manière égale ou... Mais il a dit le 3e truc qu'ils ont gagné, le Hamas, c'est la rue. Il dit dans chaque rue, dans chaque ghetto musulman, dans chaque endroit où les musulmans se sentent oppressés, tout ça, machin, ils rejoignent la cause palestinienne. Et donc, en fait, il dit, le Hamas, ils ont, mine de rien, ils ont gagné doublement. Ils ont gagné parce qu'ils ont déstabilisé, soi-disant, un pays qui était au firmament de la technologie. Je ne sais pas si tu as vu, il y a un militaire français qui a dit un truc balourd. Il dit, non, mais les Israéliens sont hyper bons. Ils ont des cyborgs, des drones. Mais les terreaux, ils se parlent entre eux dans les rues de Gaza autour d'un café. Tu te souviens que c'était le cas du 11 septembre, où il y avait un satellite américain, quand tu disais, ça c'est pas un truc de conspi, mon cher Fred, mais que tu disais bombe et un lieu, tu étais sous écoute. Et en fait, Al-Qaïda, ils s'envoyaient des lettres. Cher Oussama, tu me manques. Ils devaient écrire que des lettres. Et en fait, c'est comme ça qu'ils les ont pas attrapés. Et c'est ce que disent les gens du Hamas. C'est que c'est la guérilla. Moi, c'est pour ça que j'aime pas le truc résistant. Tu vois, le résistant, j'aimerais le laisser au peuple israélien. Lapsus. J'aimerais le donner au peuple palestinien parce que je trouve que dans la résistance, il y a quelque chose de noble. J'aimerais pas le donner au Hamas, tu vois. Malgré le fait que si tu as lu l'histoire du monde, la résistance française, elle a fait des choses gravissimes aussi. Mais toute la question des militants palestiniens, elle a toujours été la même. Un résistant et un terroriste, la frontière, elle est très mince. Ce qui fait que tu vas basculer dans l'un des deux, c'est si tu gagnes la guerre. Si les Allemands avaient gagné la guerre, Jean Moulin, ça serait un terroriste. Alors que parce qu'on a gagné, et en plus, on n'a pas gagné de nous-mêmes. On a aidé parce que, vous avez vu le film, les Américains nous ont aidés. Mais on était, disons-le, on avait tout perdu, la France. On avait scindé le pays en deux, il y avait une zone libre, une zone occupée, et pardon de le redire, parce que ça fait mal aux Français. Mais là, regarde le champ lexical de la Russie et de l'Ukraine. Je ne pense pas que si tu parles à Poutine d'un Ukrainien, il va te dire c'est un résistant. Il va te dire c'est des terroristes. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que c'est concomitant, c'est-à-dire c'est la même période. Et d'ailleurs, il y a des dessins où tu vois un mec avec le drapeau de l'Ukraine, il y a écrit résistant, et le Palestinien a écrit terroriste. Mais parce que je pense que les médias français, là où ils ont fait une erreur, c'est le fait de ne pas faire rentrer de diversité dans leur rédaction. Ils n'ont qu'un point de vue. Et ils ont un point de vue, disons-le, je ne vais pas rentrer dans le conspi, les juifs. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de feux journalistes parce que ce sont des gens qui se sont émancipés plutôt que les musulmans économiquement, professionnellement. Il y en a beaucoup qui sont dans le journalisme. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours dans ce point de vue-là, mais en l'occurrence, il y en a beaucoup qui, quand ils prennent la plume, écrivent avec celle une plume sentimentale. Tu vois, quand ils parlent d'Israël, ils font pas preuve de discernement. Tu vois, moi, je serais même pour faire passer une règle. Les Juifs et les Arabes n'ont pas le droit d'écrire sur le conflit israélo-palestinien. On donne ça à des Blancs. Comme ça, au moins, il est neutre. Tu vois, et c'est ce qui se passe en Angleterre. En Angleterre, j'ai pas vu un feuge ou un musulman parler du sujet. J'ai vu des Anglais, ils ressemblent à Wayne Rooney. Et les mecs, ils viennent, ils disent, voilà, ils ont fait ça. Netanyahou, il a fait une faute grave parce que cette année-là, il a fait ça. Voilà le blocus sur Gaza, ce que ça donne. Et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, on revient à ce qu'on dit toujours dans le podcast, la crise, elle est médiatique. On va rentrer chez nous ce soir, demain, on refait un podcast. Vous allez finir, si vous regardez les chaînes d'actualité jusqu'à 1h du matin, ce que je ne vous souhaite pas, vous allez finir par terre. Et en plus, ce que me disait ma chère psychiatre,
ça a des conséquences sur ton moral. Le lendemain, tu arrives au taf, t'as vu, quand tu regardes trop d'actu, t'es sombre, t'es pas... Je dis pas qu'il faut pas regarder, parce que sinon tu parles avec des gens, ah bon, il y a une guerre et tout. Mais ce flot de trucs fait qu'à la fin, même, tu vois, nous on le ressent sur scène. Quand les gens ils viennent sur scène, tu leur parles, il y a 20 minutes où ils sont tendus, tu vois, ils veulent en parce qu'il faut s'auto-canaliser aussi. Il faut, je pense, se brider soi-même à pas regarder plus de temps, un certain temps, les infos. De toute façon... comme j'aime bien le citer, Mounir Majoubi nous a dit que cet outil qui est très très récent, Internet, etc., on n'a pas encore appris à le dompter. C'est peut-être nos enfants ou nos petits-enfants qui apprendront à le dompter, mais comme nos enfants n'ont pas appris à dompter les jeux, Fortnite, ça rend des enfants ouf, ou des séries, ça les rend ouf aussi. Il faut juste mettre de la distance. Call of Duty, les mecs, ils se disent, je vais aller dans une école et buter la moitié de ma classe. Comme disait Dave Chappelle, j'avais d'autres ambitions quand j'étais jeune que buter la moitié de ma classe. Déjà, sèche le cours. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est ça. Juste pour finir avec toi, tu es en couple ou pas? Oui. Est-ce que tu as parlé du conflit dans ton couple? Ça m'intéresse. Oui, on en parle, ouais. Elle est de quelle origine, pardon? Italienne, arménienne. Ouais. D'où mélange. Il y a un autre conflit qui la concerne en ce moment. Ah là, les Arméniens, ils font la gueule. Parce que je peux dire que là... Non, mais c'est horrible parce que quand tu regardes l'actu, tu es touché pour les Arméniens. Là, je viens de perdre 2 copains turcs. Tu es touché pour les Arméniens. Et d'un coup, là, ce qui s'est passé, c'est tapis. Comme, tu vois, tu arrives avec le Proche-Orient, tu dis, allez hop, l'Arménie, maintenant, ça va être... et dans 6 mois, on va te dire, tu vois, par exemple, il y a un conflit, à chaque fois, j'en parle, le Yémen. Le Yémen, c'est une catastrophe. Et c'est une tragédie humanitaire qui n'a pas de buzz. Personne n'en parle. Non, mais... Et tu vois, dans mon imaginaire d'artiste, je me dis, est-ce que quand les gens, on arrête de parler d'eux, ça va mieux? Non, mais c'est horrible cette blague, mais je me dis, est-ce qu'un jour les Yéménites ils disent, je crois on n'a plus de buzz, je crois, il faut qu'on trouve un autre truc, tu vois. Alors que le conflit israélo-palestinien, pour moi, c'est Maria Carré dans les conflits. Sort un album toutes les 2 semaines, tu vois, là ils ont mis la barre trop haute. Ouais, non, mais si on doit rigoler. Là, il n'y a aucun pays qui peut... Non, bien sûr. Là, les Arméniens, ils avaient commencé... Je pensais pas que Maria Carré allait arriver dans ce débat. Tu vois, donc, c'est la magie de ce podcast, un petit peu. Merci. Merci à toutes, merci à tous. C'était génial comme podcast, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ne le prenez pas contre vous. J'essaye de répondre à tout le monde, mais s'il vous plaît, si vous le faites, faites-le avec joie, bonne humeur et surtout avec humanisme. On en a vraiment besoin en ce moment. La hagala n'est pas autorisée toute l'année dans ce podcast, alors imaginez en dehors. On vous laisse nous écrire. Vous pouvez nous écrire toute la journée, toute la soirée. Demain, on refait un podcast. Venez assister en public. Le public était formidable ce soir. Bon courage, que vous soyez juif, musulman, en tout cas en France. N'oubliez pas que nous sommes français et on doit absolument être exemplaires pour le monde entier. Je suis un peu naïf en disant ça, mais je suis optimiste. Et évidemment, j'ai une pensée malheureuse pour ceux qui sont morts en Israël. Et évidemment, je n'ose même pas en parler de tous ceux qui vont et qui sont déjà morts en Palestine. À demain. Bravo, merci, bisous. Les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses à retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.